Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. J'avais parlé d'une deuxième partie aux questions-réponses qu'on n'avait pas terminée. On va essayer de se la faire maintenant dans une atmosphère quasi tropicale. Il est 6 h du soir, il doit faire 34 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Le ciel est couvert et je suis dans un petit canyon, un canyon d'argile. Vous savez, chez nous, quand il pleut, il pleut énormément. Et souvent, il y a des tas de cours d'eau. Tenez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, un petit canyon d'ailleurs. Il y a des cours d'eau qui sont relativement à sec. Alors voilà un petit peu où on se trouve. Il y a un petit peu le cas typique des Pyrénées-Orientales, un canyon fait d'argile. Petit canyon, hein, tout petit canyon. Mais quand même sympa. Et c'est là-dedans que je me suis trouvé une petite place dans une niche de roche pour enregistrer ce question-réponse, la suite des questions. On va essayer d'ailleurs, parce que je dis essayer parce que c'est l'heure des moustiques. C'est vraiment la grandeur des moustiques. Et je pense qu'ils vont pas nous laisser en paix. Mais bon, on va tenter de passer outre. Et on va continuer ces questions et ces réponses avec dans l'idée toujours une chose, c'est de s'affranchir de ce qui nous a rendu malades. Et globalement, enfin, pour résumer le paradigme d'une façon un petit peu simple, peut-être, un petit peu rapide, chaque fois que je vois des enfants courir, s'amuser, je vois leur peau, je vois leur regard, je vois leur énergie, et puis je vois leurs parents, qui ont été aussi des enfants, avec cette peau, cette énergie, cette simplicité, cette spontanéité. Et 40 ans plus tard, je vois ce que c'est devenu, des adultes avachis, avec des vergetures, avec une peau marquée, une peau ridée, une peau épaissie, des bourrelets de graisse un petit peu partout, mais ça encore, c'est pas très grave, moins de cheveux, un aspect global nettement plus dégradé. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'a-t-on raté pour finalement faire en sorte que de cet enfant plein d'énergie, plein de spontanéité, plein de joie, et avec un bel aspect physique, hein, parce que la santé, c'est pas qu'une question d'apparence physique, la santé, elle est globale. Hein, et la santé morale et la santé physique vont exactement de pair. Hein, on ne peut pas dire qu'on est en santé si on a une santé physique bonne et puis qu'en même temps on est déprimé. On n'est pas en santé. La dépression est un signal, un symptôme, donc rien de plus qu'un symptôme, est un symptôme physiologique lié à une dégradation, et puis sur ce symptôme physiologique rentre, sur cette faiblesse physiologique, vient s'ancrer des failles émotionnelles, des failles spirituelles qui conduisent à la dépression. Mais c'est une faille physiologique aussi. Je ne dirais pas avant tout, je dis aussi, c'est difficile de faire des ordres de préséance. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre cet enfant et cet adulte? Qu'est-ce qui a été perdu? Et globalement, ce qui a été perdu, ça a été perdu dans le monde de vie qu'on appelle le monde. Hein, le monde, c'est le mode de vie actuel, dans lequel on te dit globalement tu peux faire à peu près ce que tu veux, tant que tu consommes. Tu peux. Quand je veux, je peux. Hein. C'est un monde qui est axé sur deux valeurs principales, la rareté, puisque c'est la rareté qui crée la valeur. Donc rareté des ressources vitales, des ressources, qu'on appelle ça, des ressources vitales pour l'homme, essentielles, de qualité. Et puis une autre valeur qui est essentielle aussi, c'est la peur. La peur, c'est ce qui te fait avancer tous les matins, c'est ce qui fait te lever, c'est ce qui te fait aller dans un boulot que tu n'aimes pas, c'est ce qui te fait avancer au pas, c'est ce qui te fait voter pour un tel ou pour un tel parce que tu as peur d'un autre. C'est pas de gaieté de cœur, hein, franchement, que tu vas voter pour celui-là, mais bon, tu y vas parce que l'autre c'est encore pire, c'est par la peur. Puis on t'agite des épouvantails en permanence. Et en matière de diététique, en matière de santé, souvent on agite énormément la peur. Le but de ces vidéos, de ces questions-réponses, c'est avant tout de sortir de la peur. Alors sortir de la peur de multiples façons. Premièrement, en te montrant à quel point finalement ton corps est capable. Ton corps est capable. Alors ton corps est capable et c'est pas pour rien. Ton corps, c'est une création merveilleuse, absolument extraordinaire, qu'aucun scientifique, fût-il diplômé d'Harvard, ne peut expliquer. On ne connaît pas le fonctionnement physiologique du corps. On a des petites ébauches, des petits modèles parcellaires, lacunaires, mais en tant que tel, personne ne peut te l'expliquer. C'est bien simple, c'est pas accessible à l'homme. L'homme est une création parfaite. On te dit bien, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Techniquement, dans mon imaginaire, que tu sois croyant ou pas, ça te donne quand même une image de la perfection de cette création. Mais quelque part, si tu ignores cette perfection, si toute ta vie on t'a dit non mais l'homme est un organisme fragile, hein, l'homme est un organisme qui se dérègle facilement, l'homme est un organisme capricieux, hein, ça arrive, on ne sait pas trop pourquoi, au petit bonheur la chance. Un jour tu te réveilles, tu es déprimé, un jour tu te réveilles, hop, tu te fais une sciatique ou tu te fais une élongation d'épaule, un jour tu te réveilles, oh, tu as un cancer, un jour tu te réveilles, oh, tu as une maladie dégénérative, pas de peau, c'est tombé sur toi, et puis de toute façon tu y es pour rien, tu es complètement déresponsabilisé et donc esclave.
Eh bien, le but de ces vidéos, c'est d'inverser totalement cette croyance, de te montrer qu'en fait, le corps est une machine extraordinaire, c'est une machine qui n'a qu'un but, hein, toute sa vie, c'est de s'auto-réparer. Comme on s'auto-répare quand on se blesse, eh bien, le corps va tout faire en puisant dans ses ressources propres et en puisant dans son environnement. Alors tu vas me dire, mais alors comment ça se fait que j'ai autant dégénéré de l'état de petit jeune enfant avec la peau brillante, la peau pleine d'énergie, à l'état d'adulte, avachi, déprimé, dépressif, sous alcool, sous antidépresseur, bedonnant, sans aucune énergie, avec une peau flasque, terne, avec un regard vide, avec des cheveux cassants, avec des cheveux... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement que ton corps est auto-réparant, il puise dans ses réserves propres et dans son environnement. Alors, le monde dans lequel tu vis n'est pas apte à fournir les matériaux nécessaires pour que l'humain se reconstruise de manière adéquate. Le monde, tel qu'on le définit, le monde actuel, le monde moderne, particulièrement depuis la grande fracture, la grande période de l'obscurité qui a commencé à partir de la Seconde Guerre mondiale environ, la victoire du fascisme à l'échelle de toute l'humanité, l'extension du modèle capitaliste sauvage, hein, le fascisme n'étant qu'une expression politique du modèle capitaliste sauvage qui transforme tout bien, toute personne en bien et en marchandise, eh bien c'est la victoire de cette logique-là, dont l'une des priorités, c'est la guerre contre le vivant. Le vivant est insupportable. Le vivant autospontané qui se multiplie simplement ne peut pas cadrer avec ce modèle-là. C'est la rareté qui cadre. Et donc, tu n'as pas trouvé dans le monde les matériaux qu'il fallait pour que ton corps puisse, au cours de sa vie, en fonction des perturbations qui lui arrivent, eh bien, s'auto-réparer. Alors, comme je te dis, finalement, cette auto-réparation, elle se fait à partir de tes réserves propres et des éléments que tu vas trouver dans le monde. Les éléments que tu vas trouver dans le monde, globalement, on a tous reçu les mêmes et ils étaient pourris. Globalement, on ne va pas passer en revue toute ta jeunesse, épuisement du système nerveux par des rythmes scolaires, la compétitivité, le stress qui sont complètement inadaptés pour permettre un bon fonctionnement du système nerveux, alimentation surtout pour les plus jeunes générations catastrophique, remplie de pesticides, d'antifongiques, d'additifs alimentaires, d'édulcorants, dévitalisée parce que cuite à l'extrême, transformée, industrialisée, donc une alimentation qui n'apportait pas les éléments, rapport entre les humains catastrophique, acidifiant à l'extrême, air pollué, eau polluée, enfin bon, je ne sais pas, rayonnement électromagnétique, et ainsi de suite. Donc l'extérieur, tu oublies. Et donc après, il y a les ressources intérieures. Et c'est ce qui fait que, selon les individus, ça va s'écrouler plus ou moins tôt. Il y a qui me disent « Ah, mais moi j'ai 40 ans et je vais bien. » Ouais, ok, t'étais un héritier. Toi, tu avais un capital intérieur qui était encore suffisant. Sauf que ton capital, est-ce qu'il va te permettre d'aller jusqu'au bout? Peut-être oui. Peut-être non. Il y a peu de chance maintenant. Il y a vraiment peu de chances qui te permettent d'aller jusqu'au bout. Et surtout, quelle est ta part de responsabilité dans la transmission aux générations futures? Non, parce que c'est bien simple, si tu crames tout le capital, qu'est-ce qu'ils vont avoir tes enfants? Et qu'est-ce qu'ils vont avoir tes petits-enfants? Je lisais un travail d'étude qui était très très intéressant pour les personnes qui te disent « Oh non, mais moi je vais très bien, et ainsi de suite ». Au niveau épigénétique, on montre que les altérations du régime alimentaire, les altérations du condition de vie se répercutent à partir de la deuxième génération. C'est-à-dire que tes grands-parents ont commencé à manger des produits dégueulasses, eux ils avaient encore une très bonne santé. Tes parents, ils mangeaient les mêmes produits dégueulasses, de mauvaise qualité, on va dire. Eh bien, ils avaient une santé moyenne, et vraiment, les vraies répercussions, elles apparaissent à ta génération. C'est ta génération qui trinque. Nos petits-enfants, nos enfants, c'est les gamins qui naissent maintenant, par contre, eux, c'est catastrophique, parce qu'il y a 4 ou 5 ou 6 générations que la dégradation a commencé. Donc, ton corps est auto-réparant, ça c'est la bonne nouvelle. Pour moi, c'est la plus formidable des nouvelles. C'est l'amour de Dieu incarné dans le corps humain. Ouais, on n'est pas dans une inexorabilité de la dégradation. Non, tu peux enrayer tout ça simplement en sachant que ton corps est auto-réparant et qu'il faut lui donner les bonnes conditions pour qu'il s'auto-répare. Et comme je te le disais, globalement, le monde dans lequel tu vis, le monde qui est présenté comme le climax, l'épanouissement, le nec plus ultra, la chose vers laquelle toute l'histoire humaine a convergé pour arriver à l'homme du 21e siècle, déprimé devant son iPad, bedonnant, avachi sur son canapé parce qu'il est épuisé, avec une libido dans les chaussettes, incapable de courir plus de 2 km sans être complètement essoufflé, on te présente que c'est le nec plus ultra. Force est de constater, vu la dégradation des corps, vu la dégradation des individus, vu la dégradation au niveau émotionnel et psychique, que ce n'est pas le cas, qu'on t'a trompé. Et forcément, dans un monde qui est complètement galvaudé, eh bien, tu as des fruits qui sont galvaudés. Donc ton corps est auto-réparant, sauf que si tu ne le mets pas dans le cadre adapté, ton corps, il ne s'auto-répare pas. Tout le but de ces vidéos, c'est juste de te dire ça.
de te dire, si tu t'es dégradé depuis le petit bébé joufflu joyeux, hein, que tu étais, jusqu'au grand maigre, triste, dévitalisé, tout pâle, ou au gros statique, passif, hein, j'ai des catégories, hein, je suis désolé, moi, je fais partie des grands mecs déminéralisés, ne vous inquiétez pas, je me crois pas au-dessus du lot. Si tu es passé de ça à ça, c'est simplement parce que le cadre était mauvais. Parce que tu vis dans un cadre qui est le cadre de la société capitaliste productiviste moderne, qui vise qu'à une seule chose, c'est prendre les individus et les essorer. Et finalement, entre 0 et 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, parce que déjà en 20 ans, tu as eu le temps de te dégrader, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été essoré. Si tu as 15 ans, tu es partiellement essoré. Si tu as 30 ans, là déjà, tu es à 800 tours minute. Et si tu es à 60 ans, tu as été essoré à 1500 tours minute, et il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose en termes de vitalité. Tu es bon à jeter. Tu es bon à jeter. Ouais, mais là, tu as droit à ta revanche. Pas la revanche sur quelqu'un. Hein, parce que, comme je le dis souvent, pour moi, le combat, il ne se situe pas contre la chair et le sang. Pas de moi, hein, c'est dans Éphésiens. Mais il ne se situe pas contre la chair et le sang. Il se situe contre l'esprit. L'esprit du monde, l'esprit capitaliste, productiviste, qui transforme tout être, tout individu, hein, en bien marchandisable, qui crée la rareté, qui marche sur la peur. Hein, tout ça, tu as ta carte à jouer. Tu as ta carte à jouer en changeant de cadre. Simplement, en sortant de ce monde. Alors ça veut dire quoi sortir de ce monde? Ça ne veut pas dire se barrer au beau milieu des Pyrénées et puis vivre en yourte ou en tipi, quoique ça pourrait être une très très bonne idée, entre nous soit dit. Ça veut dire déjà, à ta mesure, inverser. Parce que globalement, le monde dans lequel on vit, c'est juste l'inverse des valeurs qui sont propices au développement normal d'un être humain. Dans les rapports humains, dans l'alimentation, dans l'air, dans l'eau, dans le mode de vie, dans tout ça, c'est juste inversé. C'est l'inversion. Tu prends ce que tu as, tu prends ce que tu avais jusqu'à présent, tu prends ce qui t'a conduit jusque-là et tu l'inverses. Dans ces vidéos, c'est juste ce qu'on exprime. Alors, vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une règle draconienne, parce que la règle, c'est toujours l'expression circonstanciée propre à un individu et qui change chaque jour de principes. Et nous, on va voir les principes. C'est normal. Je te parle à toi, je parle à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 personnes selon les personnes qui regardent ces vidéos. Je ne peux pas faire 200 000 règles différentes. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui peux la faire la règle, parce que moi, je ne te connais pas. C'est à toi de te faire ta règle. Par contre, à partir de principes qui sont communs. Et dans ces vidéos, on essaye d'exprimer les principes communs. L'expression circonstanciée, elle ne dépend que de toi. C'est ta responsabilité, c'est à toi de la trouver. Et tu la trouves aussi par essais successifs, par essais multiples. Tu essayes quelque chose, dans ces vidéos, on donne des tas de directions, au niveau alimentaire, au niveau rythme de vie, au niveau mode de vie. On te donne des tas de directions, des tas d'indications, des témoignages qui vont pouvoir t'inspirer. Mais au final, le seul à pouvoir passer du savoir à la connaissance, c'est toi. Uniquement toi. Et là, tu as ton moment de pouvoir. Là, tu as le moment où tu vas pouvoir te réapproprier. Cette espèce de vie qui te filait entre les doigts, puis cette dégradation, tu t'as vu que ça te filait entre les doigts, tu as vu que tu contrôlais pas grand-chose. Mais tu te sentais impuissant. Impuissance, stress, peur et ainsi de suite. Là, d'un seul coup, tu as une prise. Moi, je propose souvent la prise alimentaire comme première prise. Après, tu déroules la petite pelote et tu vas chercher tout le reste. L'alimentation en est une. Et donc, tes vidéos, elles sont là pour susciter la joie et pas la peur. Et même en termes d'alimentation. C'est pour ça que je définis toujours un cadre. Et ce cadre, c'est le cadre pour évoluer de manière harmonieuse au quotidien. Ça ne veut pas dire que si tu sors un tout petit peu du cadre, tu vas mourir immédiatement. Tu n'es pas brûlé vif. Le corps a une capacité adaptative. Sauf que si tu veux te mettre dans les meilleures conditions pour que ce phénomène d'auto-réparation se passe de manière adéquate, tu as tout intérêt à rester la majorité du temps dans ce cadre. Voilà le seul message. Ce cadre, il est simple. On le définit au niveau alimentaire, des aliments bruts, peu transformés, des aliments qu'on dit natifs, globalement le plus cru possible, mais là aussi, il ne faut pas en faire une religion, un dogme, tu vas mettre le cru au centre de ta vie, je suis crudivore, mais tu n'es rien du tout, tu n'es certainement pas crudivore, ça ne veut rien dire, tu ne mets pas ça au centre de ta vie. Par contre, effectivement, une majorité de fruits et de légumes mûrs, de qualité, crus, des jus de légumes pour reminéraliser, des graisses, des bonnes graisses pour assimiler,
Dans ce cadre, je l'ai déjà dit, je le redis, histoire que ça soit clair. Personnellement, je n'exclus pas les produits animaux, mais produits animaux de grande qualité, ce qui veut dire beaucoup moins que ce qui est consommé actuellement, et surtout des animaux qui ont vécu dans des conditions qui soient propres à la vie, et non pas dans des conditions concentrationnaires. Et c'est très dur d'en trouver, et c'est très très dur. C'est pour ça qu'il faut se relever les manches et s'y mettre. Créer des lieux où les animaux peuvent s'épanouir et vivre en interrelation avec les individus. Mais quand je te définis ce cadre, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais maintenant tu parles des produits animaux ». J'ai toujours parlé des produits animaux, sauf que bon, c'était pas trop entendu. Mais tu parles des produits animaux, est-ce que je dois manger? Mais attends, ça ne veut pas dire que tu dois en manger. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est le cadre. Et ce que je t'encourage à faire, c'est de ne jamais exclure, tirer une croix, sur le plan physiologique. Après, sur le plan éthique, tu fais comme tu veux. De ne jamais tirer une croix sur un nutriment. Tu vois, tu peux me dire, ouais, par exemple, moi en été, je mange que des fruits juteux et sucrés et je vais très bien. Ok, mais ne fais pas une règle de ne pas manger de graisse. En été, ça te va très bien. Il fait chaud, tu as besoin d'être réfléchi, c'est super. En hiver, sous nos latitudes, ça va être une autre chose. Alors les personnes qui me disent « Ah mais moi, je vais très bien sans manger de graisse ». Ok, en ce moment, dans ce moment circonstancié, sois à l'écoute. Ne tire pas un trait définitif. Reste avec cette question par rapport à la vie. Ok, et quoi de neuf pour demain? Accepte que cela puisse changer, que tes besoins puissent changer. Et à partir de principes qui sont établis, eh bien, élabore la règle chaque jour. Et il n'y a que toi qui peux l'élaborer. Ces vidéos sont définitivement anti-coach, c'est pas bien, paraît-il. Anti-esprit du coaching, esprit du thérapeute, celui qui va te prendre, qui va savoir pour toi. À la limite, celui qui est là pour te transmettre des informations et t'affranchir, top niveau. Mais par contre, celui qui sait pour toi, qui manipule la peur pour te faire avancer avec lui, qui te dit « Ah oui, mais moi, j'ai vu beaucoup de gens tomber, j'ai vu beaucoup de gens avoir des problèmes. » Et puis il te montre des exemples, il te montre des personnes. Ça, j'en vois plein le net actuellement. On fait témoigner des personnes pour qui ça s'est mal passé. Globalement, d'ailleurs, je vous attirer votre attention, la plupart des gens qu'on fait témoigner, c'est des personnes qui avaient du trouble du comportement alimentaire, des anciens anorexiques ou boulimiques, qui te disent j'étais anorexique, je me suis mis à manger cru et vivant, j'ai eu des problèmes. Et attends, mais le problème, c'est pas l'alimentation crue là-dedans, c'est le rapport à l'esprit d'anorexie qui fait que tu as une vision perturbée de ton alimentation et de ton corps, et qui fait que tu vas rentrer en religion dans ton alimentation comme tu rentres en religion dans tous les problèmes de ta vie. Exploiter ce genre de témoignage, pour moi, c'est fallacieux. C'est une arnaque idéologique qui est guidée par un seul but, c'est de faire peur, et en faisant peur, pas ici les pépettes. C'est juste ça, l'esprit du monde. Et dans ces vidéos, ce qui est proposé, c'est exactement l'inverse. C'est de sortir de ça, de sortir de la peur, de faire une nique à l'esprit de peur, et de faire en sorte que les prétendus spécialistes soient au mieux des accompagnants, des soignants, parce que ça, ouais, on a besoin de soins. Des soignants, ça, ouais. Mais pas des spécialistes de spécialité, parce que spécialiste de spécialité, c'est toi. C'est toi. Allez, on va s'engager là-dedans, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. De mémoire, on s'était occupé de l'hypertension artérielle de la maman de Rachid. J'espère d'ailleurs qu'elle va mieux. Il faudra que tu me dises, Rachid. J'ai vu passer un de tes messages. Il faudra que tu me dises si elle va mieux. Allez, on passe à Valérie. Jeûne sec et chaleur. Jeûne sec et chaleur. Y a-t-il des précautions particulières à prendre s'il fait chaud, 25-30 degrés, et qu'on veut faire un jeûne sec? Allez. Et Sergueï Filanov, qui est le grand spécialiste du jeûne sec encore vivant, l'un des rares, l'un des seuls qui ne te dit pas « Oh mais jeûne sec, tu vas mourir en 24 heures !» Non mais rends-toi compte, c'est super dangereux. Surtout, ne va pas voir ça. C'est ultra efficace. C'est ultra efficace. C'est pour ça qu'on a intérêt à te dire que c'est super dangereux. Sergueï Filanov, il te dit bien que lui, il te fait jeûner dans les montagnes, à une certaine altitude, auprès de torrents. Il est certain que plus l'atmosphère est humide et, on va dire, tempérée, plus le jeûne sec est facile, parce que tu es dans une atmosphère humide, et ce qu'on a vu, c'est qu'au bout de 3-4 jours de jeûne sec, eh bien, la perméabilité de la peau évolue, et tu commences à absorber de l'humidité par ta peau. Alors si tu es dans un environnement très chaud et très sec, c'est plus compliqué. En même temps, ce n'est pas un empêchement, tant que tu restes au niveau du ressenti. On va dire globalement, même par 30 et quelques degrés, 1 jour, 2 jours de jeûne sec, ça ne devrait poser aucun problème pour personne. Au contraire, ça va être mise au challenge encore plus de l'organisme. Toujours pareil, faites-le avec sagesse, avec ressenti. Ne vous jetez pas dans 2 jours de jeûne sec si vous n'avez jamais jeûné de votre vie. Ça va de soi. Tu fais tes gammes, tu fais tes classes. Et puis si finalement tu essayes 2 jours de jeûne sec de but en blanc, tu expérimenteras peut-être ce que c'est que de se prendre le mur. Et puis au moins ça sera un apprentissage. On dit, ah,
attention, c'est du danger. Mais non, c'est pas du danger, c'est de l'apprentissage. Sauf que on n'aime pas que tu fasses des apprentissages quelque part. Parce que quand tu fais des apprentissages, tu t'affranchis. Parce qu'après, quand on va te dire « Oh, ça se passe comme ça », on meurt en faisant 24 heures de jeûne sec. Tu dirais « Hé, Coco, je suis pas fou, moi j'en ai fait 72 et ça pose aucun problème. » Moi, ça me fait rire. J'ai encore vu une vidéo il n'y a pas longtemps où le gars a déclaré de façon très péremptoire que 2 jours de jeûne sec, c'était bien le maximum sans se mettre sa vie en grave danger. J'ai plusieurs amis qui sont poussés même jusqu'à 9 jours de jeûne sec sans aucun problème. Donc tu vois, quand ceux-là ils entendent ça, ils disent il est gentil le Coco, mais moi j'ai fait 9 jours de jeûne sec et ça m'a apporté énormément de bienfaits. Donc voilà, hein, les agitateurs de peur. Donc est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Ouais, être encore plus à l'écoute, être encore plus au ressenti. Peut-être pas commencer par du jeûne sec alors qu'il fait très 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 chaud, mais en même temps, si tu fais pas du jeûne sec, tu n'es pas obligé non plus de te boire l'eau comme ça à la bouteille. Regarde quelle heure il est. Tu n'es pas obligé de te boire l'eau à plein goulot. Hein, 1 verre, 2 verres, 3 verres dans la journée, ça suffit largement. Tu bois quand tu as soif, c'est la règle. Question de Tiffane. Lactofermentation et candidose. Lactofermentation et candidose sont-ils de bons amis? Donc lactofermentation, les légumes lactofermentés, oui, je ne vois pas pourquoi, oui, bien sûr, ça va apporter des aliments prédigérés, beaucoup de pré, de probiotiques, hein, ouais, non, je pense que c'est plutôt favorable. Vu que les intestins sont en première ligne et que finalement un brillant diagnostic pourrait être gain de temps, quel serait le moyen le plus efficace et accessible, donc au moindre coût, pour faire un diagnostic complet? Genre Donatini avec l'analyse des gaz, les intolérances alimentaires qui témoigneront d'une hyperperméabilité intestinale, des recherches plus poussées en clinique. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas trop compris à quoi ça consistait, mais que c'était remboursé par la Sécu, candidose et iridologie. Oui, alors en iridologie, effectivement, on diagnostique assez facilement une candidose. En fait, il y a une marque particulière qu'on trouve au niveau de la pupille, hein, et qui est une marque, enfin, entourant la pupille, et qui est une marque orangée qui indique la présence de soufre. Hein, et le soufre, l'acide sulfurique, est l'un des métabolites des candidats albicans. En fait, quand on dit candidat albicans, il faut bien comprendre ce qu'on parle. On parle de prolifération fongique et bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Alors Donatini, lui, il parle de SIBO, infection bactérienne de l'intestin grêle. On parle de candidose, les deux se mélangent la plupart du temps. On parle de quoi? S'il y a une prolifération bactérienne anormale, ça signale déjà que les bactéries amies, entre guillemets, celles qui sont censées maintenir l'équilibre, parce que je te signale que dans tes intestins, il y a un équilibre permanent entre 3 classes globalement, hein, de produits, champignons, bactéries et virus. Et que les 3 mènent une espèce d'équilibre de la terreur, où ils ont un gun chacun sur la tempe de l'autre, hein, et ils s'autocontrôlent. Champignons contrôlent les bactéries par l'alimentation, ils font des prédigestions qui servent aux bactéries. Les bactéries prolifèrent beaucoup plus rapidement que les champignons. Il y a pas mal de virus qui sont bactériophages. Il y a des champignons qui sont insecticides, qui produisent des antibiotiques qui tuent les bactéries, et des antiviraux aussi qui vont tuer les virus. Et donc il y a un équilibre. Hein. Et puis à un moment, un déséquilibre apparaît. Et à ce moment-là, on va avoir une prolifération bactérienne. Il suffit de prendre des antifongiques et hop, tu vas avoir une prolifération bactérienne. Ou tu prends des antibiotiques et hop, tu vas avoir une prolifération fongique. Hein, puisque d'un seul coup, il y a moins de bactéries, donc hop, les champignons reprennent le dessus. Quel serait le moyen le plus efficace? Le moyen le plus efficace, le plus simple en tout cas que je connaisse, c'est de cracher dans un verre d'eau. J'avais déjà donné la démonstration, peut-être que quelqu'un le mettra en lien dans la vidéo quelque part. Ou dans les commentaires, ça serait sympa, je ne me souviens plus, mais tu craches dans un verre d'eau, sinon tu tapes sur Glouglou, test, verre d'eau, crachat, candidose, et tu vas voir au petit matin, tu craches et tu verras comment ta salive descend, et en fonction de la façon dont elle descend, on peut dire plus ou moins qu'il y a une candidose. Après, globalement, si tu es fatigué, si tu as du mal à te lever le matin, si tu as du brouillard mental, c'est bon, tout ça, c'est la candidose. Est-ce que la candidose est responsable de ces états? C'est difficile à dire, c'est un cofacteur. Un cofacteur avec l'épuisement, avec l'utilisation d'antibiotiques massives, avec l'utilisation de pesticides, de fongicides dans l'alimentation. Dès que ces produits rentrent dans l'organisme, ça crée un déséquilibre au niveau intestinal et à ce moment-là, ça grimpe de notre côté. Donc moi, il me semble que la meilleure façon, c'est le crachat. Alors 3, Jean Duchazot et sa machine électromagnétique. Il mène des travaux sur les glandes endocrines, régulation. En ce moment, j'expérimente, je ne ressens pas encore des vrais changements.
Il y en a beaucoup qui n'ont pas ressenti de vrais changements. Tu n'en es qu'à la 3e séance. Ouais, il y en a beaucoup qui n'ont ressenti rien du tout. Mais je sais que je suis encore bien épuisé, que je marche surtout à la volonté et à la fierté. Ouais, donc j'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis. Moi, je n'ai pour l'instant eu aucun retour positif. Donc voilà. Mais il faut bien comprendre cette histoire de candidose. Si tu cibles la candidose, que tu prends des produits pour contrer la candidose, comprends bien que la candidose est un cofacteur. Hein, et ce n'est pas, c'est pas une cause en tant que telle. Hein, c'est encore un symptôme. On est encore sur un symptôme de dysbiose. Et la dysbiose, elle est créée par le stress et l'épuisement et la consommation de produits antibiotiques, antifongiques, insecticides dans notre alimentation, hein, qui sont extrêmement acidifiants, extrêmement agressifs pour le biote intestinal. Le stress aussi est extrêmement agressif pour le biote intestinal et amène vraiment à des déséquilibres, hein, du biote intestinal. Ce sont ces facteurs-là, et là encore, hein, je ne veux pas retomber sur mes pattes, mais facteurs, on va dire, typiques, hein, du monde moderne en tant que tel. Question de Ptolémée. C'est vraiment ton prénom? Ou c'est un pseudo, ça quand même, Ptolémée. Magnifique. Fermentation à l'hydrogène, protocole Donatini, bien encore. Bonjour Thierry, quelles sont les recommandations que tu proposes à ceux dont l'intestin fermente à l'hydrogène, mesuré par gaz détecte? Donc le principe, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on te fait avaler une forme de sucre qui fait que les bactéries, waouh, c'est la boum pour elles, c'est la fiesta. Hein, dans les intestins, elles consomment ce sucre et elles produisent de l'hydrogène. Donc il y a des bactéries qui vont produire de l'hydrogène, il y en a d'autres qui vont produire du méthane. Donc il y a des bactéries à hydrogène et des bactéries à méthane. Et donc le protocole Donatini dont il parle, eh bien, après t'avoir fait avaler du sucre, eh bien, on te fait souffler dans un appareil, dans un détecteur, hein, de gaz, hein, qui est utilisé d'ailleurs, je crois, pour pour détecter les risques sanitaires ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, on détecte les bactéries pathogènes comme ça. Le docteur Donatini recommande d'attaquer les bactéries pathogènes à l'aide de champignons et d'huile essentielle. Est-ce que nous ne devrions pas réduire la consommation de fruits pendant le laps de temps du traitement? Tu peux essayer. Il y en a pour qui ça va bien passer, mais il y en a d'autres pour qui... moi, ce que je reproche à cette approche, encore toujours est pareil, et attention, ça ne veut pas dire de ne pas le faire, c'est un reproche que je fais, c'est que c'est purement symptomatique. C'est purement symptomatique. On va venir détruire les candidoses et les choses comme ça. Si c'est couplé avec une réforme de l'hygiène de vie, avec du repos, avec un rétablissement du biote intestinal, ça peut avoir tout son sens. Et ça peut accélérer un processus qui, de toute façon, aurait eu lieu. Puisque le biote intestinal, les bactéries à l'intérieur de l'intestin, à partir du moment où le terrain est rétabli, eh bien, elles aussi se rétablissent. Par contre, ça peut prendre du temps. Ça peut être une aide. Je ne connais pas exactement le protocole du docteur Donatini, je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Je sais qu'il est très fortement sur les champignons. En même temps, ça fait sens, étant donné que les champignons et les bactéries sont en mutuelle rivalité, on va dire, d'une certaine manière. Est-ce que nous ne voyons pas réduire la consommation des fruits pendant le laps de temps du traitement? Pourquoi pas, à essayer. À titre personnel, je ne suis pas fanat de l'exclusion d'une catégorie de nutriments. Parce que je pense que tu le payes assez rapidement. Après, sur une période courte, ne fonctionner qu'avec des légumes et des matières grasses et des protéines, pourquoi pas. Mais sur une période longue, j'y crois pas. Moi, les gens qui me parlent des miracles de la diète cétogène, ok, ponctuellement. Mais à partir du moment où tu exclut une classe de macronutriments, je pense que sur du long terme, tu as vraiment des effets dévastateurs. Si c'est sur une cure courte, pourquoi pas, en sachant que les sucres font se multiplier les bactéries. Oui, mais les bonnes comme les mauvaises, entre guillemets, hein, c'est leur carburant. Donc voilà. Question de Wood Pablo. Gingembre, curcuma et énergie vitale. Lors des rencontres de la régénération, qui étaient fabuleuses, non ça c'est moi qui l'ajoute, Julien Allaire, le copain Julien, nous a parlé de l'énergie vitale et de l'impact de la consommation de principes actifs comme le radis noir, le gingembre, le curcuma sur celle-ci. Qu'en pensez-vous? Ah mais je sais pas, je n'étais pas à la conférence de Julien, j'ai pas eu le temps. Faudrait-il éviter d'en consommer quotidiennement pour ne pas s'épuiser? On va appeler Julien, on va voir s'il est dans le coin. Est-ce qu'il est dans le coin? Montez le son. Ah ouais, j'enlève le mode avion. Voilà, c'est parti. Au revoir. Hein.
pas promis, là c'est un peu improvisé. On va pas le faire. Non, bon, ben tant pis, il n'est pas là, je vais essayer quand même un petit coup. Bon, sinon, j'imagine qu'il a mis en garde contre le fait de stimuler, oui, parce que Julien, il a fait toute une... Il a fait toute une conférence sur la stimulation et le repos. Donc je pense que ce qu'il a dit, c'était qu'il ne fallait pas surstimuler et que le radis noir, le gingembre, le curcuma pouvaient être des stimulants. On va voir s'il peut répondre à ça. Oh là là, c'est naturopathe qui travaille jusque tard le soir. Hop, tant pis. Tant pis, tant pis. Ben, on va voir. Je vais laisser le téléphone allumé, c'est pas bien, mais je vais le laisser allumé. Comme ça, s'il rappelle, on pourra voir. Mais j'imagine que Julien a mis l'emphase sur le côté épuisement par la, quelque part, stimulation versus repos. Et il a parfaitement raison. Enfin, il a parfaitement raison. C'est pas à moi de distribuer les bons et les mauvais points. Je suis absolument d'accord avec toi, avec lui. Enfin, avec oui, avec lui, avec Julien. Je suis absolument d'accord avec lui. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il est important d'avoir du savoir. C'est-à-dire, par exemple, que quand tu es épuisé, quand tu as un cheval qui est épuisé, si tu le cravaches, eh ben, tu ne vas pas lui redonner de l'énergie, tu vas simplement l'épuiser un peu plus. Et que, dans l'absolu, des produits stimulants comme... Non, c'est pas lui. Je pense pas que c'est lui. Allô ? Excusez-moi, je ne suis pas disponible, est-ce que vous pouvez rappeler un peu plus tard, merci. Hop. Ah, bonne blague là. Il y a quelqu'un qui a mis mon numéro sur internet. Sympa, sympa, juste petit harcèlement quotidien. Ah, ça par contre c'est Julien. Allô Julien ? Ouais, salut Thierry. Dis-moi, je te dérange un instant, là je suis en train d'enregistrer une vidéo et il y a quelqu'un qui me pose une question où tu es en jeu. Donc je peux te poser une question et enregistrer en même temps ? Oui, bien sûr. Ah voilà, alors je te lis la question, parce que je suis en train de faire un question-réponse, et je te remercie de répondre comme ça. Lors des rencontres de la régénération, Julien Allaire nous a parlé de l'énergie vitale et de l'impact de la consommation de principes actifs comme le radis noir, le gingembre et le curcuma sur celle-ci. Qu'en pensez-vous ? Faudrait-il éviter d'en consommer quotidiennement pour ne pas s'épuiser ? Alors, comme je n'étais pas à ta conférence, je ne sais pas exactement dans quel axe tu l'as développé. Est-ce que tu voudrais me le réexpliquer ? Oui, en fait, ce que j'expliquais, c'est que les épices sont des stimulants. Non, on va commencer déjà par la base. On a la force vitale, qui est le capital qu'on reçoit à la naissance, et on a tous un capital qui est différent. C'est un capital qu'on ne peut pas refabriquer, on ne peut que dépenser notre force vitale. La chose qu'on peut fabriquer au quotidien, c'est la force nerveuse. Oui. Par le repos, par le jeûne et par la position allongée et le sommeil. Au quotidien, on peut fabriquer de l'énergie nerveuse et en fabriquant de l'énergie nerveuse, ça nous permet d'utiliser notre force vitale. Tu connais l'expression « brûler la chandelle par les deux bouts ». Oui. J'imagine. Ben là, en fait, si on fabrique l'énergie nerveuse, pour moi, on brûle pas la chandelle par les deux bouts, on la brûle que par un bout. Et donc, du coup, notre capital vital, il va durer longtemps, toute une vie. Sauf que dans les modes de vie modernes, on a tendance à faire appel beaucoup aux stimulants. Bon, les stimulants type café, les aliments azotés, le sucre, etc. Mais dont fait partie aussi les épices, puisque dans les épices, il y a plus de principes actifs que de principes nutritifs. Oui. Et ce que j'ai développé, mais je l'ai développé pendant 1 heure, donc si c'est pour trouver des mots assez rapidement, peut-être qu'il y a toutes les explications qui font que la transition elle est trop forte, mais en gros, notre corps, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il se nourrit de principes nutritifs et pas de principes actifs. Et à partir du moment où on donne un principe actif à l'organisme, en réalité, l'action, l'activité, l'énergie, elle n'est pas dans le principe lui-même, mais elle est intrinsèque, c'est l'énergie de notre organisme. On va les puiser dans le corps. D'où le côté stimulant, et c'est ce qui se passe en fait avec justement les épices. Et c'est vrai que ça a vachement perturbé, parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais pour moi les épices en fait ça fait appel en fait à la force vitale, puisque les épices anti-inflammatoires, les épices qui ont toutes
ses actions en fait sur l'organisme, non pas ses actions par la nutrition, mais elles ont ses actions par le principe actif lui-même. Mais si tu donnes un principe actif à un corps mort, il se passe rien du tout en fait sur le corps mort. Ce qui veut bien dire que l'énergie de nettoyage, de réparation, elle vient de notre force vitale et de notre organisme. Et à force d'utiliser en fait des stimulants au quotidien, on épuise notre force vitale. Donc moi je pars du principe qu'il vaut mieux les utiliser en tant que remède si à un moment donné tu as besoin d'un remède, mais pas au quotidien pour pas trop stimuler l'organisme. Mais l'exemple que j'avais donné qui parle assez bien, c'est que si on veut reconstruire une maison en briques, on la reconstruit avec des briques et pas avec de la paille. Et là, notre organisme, en fait, si on veut le reconstruire, plutôt que d'aller chercher des principes actifs dans des médicaments ou dans des plantes ou des choses comme ça, c'était d'aller plutôt chercher des principes nutritifs qui sont les matériaux de construction, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les sucres, les graisses et les protéines, et l'eau. Et à partir du moment où on apporte de la nutrition, l'organisme il se répare. Donc c'est une démarche qui est au moins pas interventionniste. Oui, purement hygiéniste. C'est du pur hygiénisme en fait. Exact. Ouais, d'accord. Et après, on adapte en fonction des symptômes qu'on a, de notre vitalité, du besoin d'avoir un remède ou non. Oui, et puis de la nécessité de compenser pendant un temps parce que les personnes ne peuvent pas se permettre d'avoir le repos total ou des choses comme ça. Mais disons que ça, c'est vraiment l'idée pure. Et après, c'est à chacun de broder. Mais globalement, c'est vrai. Et on parle aussi souvent de stimulation compensée, de stimulation non compensée. Et la plupart des excitants, c'est de la stimulation non compensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe nutritif pour soutenir la stimulation. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord. Mais pour moi, les stimulations compensées, pour moi, elles ne sont pas avec les aliments, elles sont uniquement avec des émotions, avec du courage, avec de la force, avec tu vois, des trucs genre quand tu veux lutter pour tes enfants, tu vas prendre ton énergie vitale, mais c'est compensé. Oui. Mais dès qu'on fait appel en fait à un principe actif, tout ce que je pars du principe, mais ça effectivement c'est de l'hygiénisme, c'est l'hygiénisme pur quoi. Oui. Mais je pars du principe que tout ce qui t'amène un effet avec un principe actif t'amène dans un effet secondaire son effet contraire et opposé. Oui, c'est vrai. Ben, c'est une espèce de balancier qui balance d'un côté et puis qui balance de l'autre. Disons qu'il y a un prix à payer d'une certaine manière à cette stimulation. Et il faut savoir la jauger pour ne pas avoir un prix à payer trop cher et savoir quand l'utiliser, si on doit l'utiliser, pour ne pas le payer trop cher après. Voilà. Ok. Ben écoute, c'est parfait. Je te remercie pour cette intervention sur le pouce, là, directement. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord, quand j'aurai fini la vidéo. Ok, ça va. Je te remercie, Julien. Bye bye. Ciao. Ah, ils sont gentils, ces naturopathes. Ils répondent même. Allez, maintenant on coupe le téléphone. Hop. Donc voilà l'approche de Julien. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Faudrait-il éviter d'en consommer quotidiennement pour ne pas s'épuiser? Alors, je vais juste mettre un petit bémol. Je suis accro au gingembre, donc je vais faire une théorie qui... Non, je mets un petit bémol. Pour moi, c'est toujours pareil. Il y a la théorie pure, et là, je ne peux rien dire par rapport à Julien. Pour moi, il est dans le vrai absolu. Hein. C'est-à-dire que quand on commence à intervenir, quelque part, on va forcer un petit peu d'une certaine manière. En même temps, je sais qu'une stimulation bien pensée, pas excessive, peut vraiment aider, soutenir des personnes dans des moments où ils ne peuvent pas s'octroyer la quantité de repos, la quantité de sommeil, la quantité de... Tout le monde n'a pas la possibilité de couper tout, de couper les stimulations du monde, de couper... voilà. Donc, ou pour certaines personnes qui sont déjà complètement épuisées, si elles changent leur alimentation, elles se mettent à jeûner et tout, elles sont juste complètement avachies. Alors, si elles ont le temps, c'est pas grave, ça ne pose aucun problème. Si elles ont le loisir pour ça, par contre, si elles ont une famille à gérer et tout, ça peut ne pas être possible. Donc, à partir du principe... qui pour moi est indiscutable, le principe tel qu'il a été présenté par Julien, eh bien il y a des adaptations circonstanciées et qui dépendent un petit peu de ton cadre de vie. C'est pour ça que j'aime quand même utiliser un peu de gingembre, puis tout dépend quelle quantité tu mets. J'aime utiliser un peu de gingembre, un peu de curcuma, mais c'est vrai que dans l'absolu, en fait, pour moduler ça aussi, ça va dépendre aussi de quelles sont tes réserves vitales.
C'est-à-dire que si tu as peu de réserve vitale, ces aliments stimulants vont venir prendre dans le peu de réserve vitale que tu as. Et si tu en prends trop, eh ben, tu vas quand même aussi épuiser. Alors tu vas remonter, mais tu vas remonter en puisant trop rapidement sur tes réserves vitales. Alors si à côté de ça, tu compenses par une nutrition extrêmement riche, ça peut compenser. En tout cas, c'est mon propos. Là, j'en profite, hein, Julien, il n'est plus au téléphone, donc c'est ma vidéo à moi. J'espère que je ne rentre pas trop en contradiction avec lui, je ne crois pas. Puis bon, si c'est le cas, on ne va pas se taper dessus pour autant. Mais je dirais que, et de toute façon, il est naturopathe, entre guillemets, donc il sait certainement adapter en fonction des personnes qu'il rencontre, son approche. Mais on va dire que globalement, si tu apportes une nutrition adaptée, bon, tu vas avoir un petit peu de stimulation, mais de la nutrition par derrière qui est là pour alimenter le feu de cette stimulation. Hein, la stimulation, c'est un peu l'arc électrique, mais il faut quand même du carburant à brûler. Donc ça va. Si par contre tu as peu de réserve vitale et que tu n'apportes pas au quotidien une grande quantité de macronutriments, il est clair que cette stimulation, elle va être plus délétère qu'autre chose. Voilà. Question de Céleste. Alors, je pense que cette question sera originale, puisque sa nature s'oppose à ce que disent les frugivores naturaux et Thierry Casasnovas la plupart du temps, et cela vient d'un hygiéniste. Que répondre à l'hygiéniste qui dit ceci? Non, les aliments qui sont spécifiques à notre espèce ne guérissent d'aucune maladie. Non, l'ingestion d'une variété d'aliments ne constitue aucune cure de n'importe quelle sorte qui doivent s'appeler ainsi. Non, il n'existe aucun aliment qui ne répare quoi que ce soit en l'organisme. Non, il n'existe aucun aliment ayant le pouvoir de détoxifier ou d'éliminer les déchets de l'organisme. Non, les aliments n'ont aucune vertu miraculeuse ou particulière. Non, le frugivorisme n'est pas une diète. Non, les aliments naturels ne sont pas vivants. Et enfin, non, les aliments ne sont pas des médicaments. Les aliments n'ont rien de vivant. Un organisme vivant est un organisme qui a la possibilité de se mouvoir, la possibilité d'assimiler, se cicatriser en cas de blessure, peut se rétablir d'une maladie, peut se reproduire. Alors, pourquoi alors prétendre que l'aliment rétabli, guérit, détoxifie s'il n'en est rien? Alors, déjà, je ne sais pas qui prétend ça. Tu n'as certainement pas regardé les vidéos. Au contraire, j'ai tendance à dire tout le temps que l'aliment ne guérit pas, ne détoxifie pas, ne rétablit pas, et que ça, c'est le corps qui le fait. Le corps accomplit ses actions, et je dis toujours le même exemple, si tu regardes mes conférences, pour ça, je vais faire quand même, en septembre, je vais faire une vidéo de synthèse. Je veux bien qu'on s'amuse, par contre, me faire dire des propos qui sont juste à l'encontre de ce que je pense, ça devient fallacieux. Hein, c'est comme... enfin voilà. Donc ça, je l'ai déjà entendu. Thierry Casasnovas dit que les jus de carottes, ça guérit. Non, ça guérit rien du tout. Par contre, ça peut soutenir et participer au processus de guérison qui est engendré par le corps. Hein. Parce que, effectivement, aucun élément ne détoxifie. Ce qui détoxifie, c'est l'allègement de la charge alimentaire qui permet au corps d'avoir plus d'énergie disponible pour la détoxification. Il suffit de regarder le cours d'hygiénisme que je donne, c'est explicité. L'exemple que je donne aussi souvent, je dis, si tu fais un magnifique plat de fruits et de légumes avec des jus et ainsi de suite, et que tu l'apportes à un macabé, ça ne va pas le régénérer. Hein, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est l'organisme qui se saisit des produits extérieurs pour réaliser les opérations de détoxification, de réparation. Alors, suivant ce que tu vas lui apporter, eh bien, ça va qualifier la réparation. Si tu lui apportes des parpaings sénégalais, et j'aime beaucoup le Sénégal, mais des parpaings sénégalais dans lesquels il y a plus de sable que de ciment, eh bien, ça sera moins solide que si tu lui apportes de la bonne brique de terre cuite catalane. Hein, je ne connais pas la brique sénégalaise, hein, mais j'avais été marqué par les parpaings sénégalais. Au moins, il n'y a pas beaucoup de ciment. Écologiquement parlant, c'est top. Mais voilà, c'est juste une question de matériaux. Mais effectivement, l'aliment ne rétablit pas, ne guérit pas, ne détoxifie pas. Par contre, il y a des aliments qui demandent tellement d'énergie pour être digérés et qui apportent tellement de produits toxiques liés à leur digestion qu'ils ne font qu'encombrer le corps. Toute l'alimentation dénaturée, transformée. Souvent, je dis, avec une alimentation crue, végétale, le but, c'est déjà d'arrêter de surcharger le corps, donc de libérer de l'énergie pour la reconstruction. Et de deux, d'apporter quand même des matériaux qui, lors de la reconstruction, seront prédigérés, disponibles, et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Non, les aliments n'ont aucune vertu miraculeuse ou particulière, je suis d'accord avec toi. Non, le frugivorisme n'est pas une diète. Non, c'est une façon de s'alimenter, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Non, les aliments naturels ne sont pas vivants. Je suis absolument d'accord. J'avais prévu d'ailleurs un sujet dans mon bureau, il y a marqué alimentation vivante, parce que ça m'a toujours fait mourir de rire cette expression. L'alimentation n'est pas vivante. L'alimentation vivante, c'est je chope un lapin vivant et je croque dedans. Là, c'est de l'alimentation vivante. Si je fais ça à la caméra, ça ne va pas être glamour. Mais là, on mange vivant.
Bon, après, la vie dans les végétaux, elle est plus ou moins... Moi, j'avais tendance à dire, c'est pas ton alimentation qui doit être vivante, c'est toi. Donc, trouve une alimentation qui te rende vivant. Et arrête de nous embêter avec tes alimentations vivantes. L'alimentation vivante, pour moi, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Hein, mais en même temps, c'est un code qu'on peut utiliser. Mais oui, c'est du gros concept. Mais donc, qui est-ce qui prétend que l'aliment rétablit, guérit, détoxifie? C'est pas moi, donc tu m'as mal écouté. Et je ne pense pas que la plupart des frugivores naturaux et Thierry Casasnovas disent cela. Moi, la plupart des naturaux frugivores et la plupart des Thierry Casasnovas que je connais disent le contraire. Disent que c'est le corps qui détoxifie, c'est le corps qui se nettoie, c'est le corps qui... Et c'est pas un aliment, c'est pas toi, ça se fait en toi. Sarah, maladie de Gilbert. À propos du fait que mon corps détruise ses globules rouges et j'ai le teint jaune, maladie de Gilbert, que conseillez-vous? Je suis de ce fait toujours en anémie, malgré des jus de betterave quotidiens, arrêt du café, beaucoup de crudité depuis 1 an. Bon, déjà, jus de betterave, top niveau, effectivement, pour tout ce qui est pathologie du sang, la betterave apporte des éléments constitutifs. Attention, je fais gaffe, hein, il y a Céleste qui veille. Alors, la betterave apporte des éléments constitutifs qui permettent au corps d'élaborer des globules rouges de meilleure qualité. Ah, je suis passé là. Il s'agit d'utiliser des circonvolutions sémantiques. Et des fois, on fait des raccourcis, je veux bien. Mais juste, c'est le corps qui fait. C'est le corps qui fait. Et pour moi, il faut aller viser plus haut. C'est Dieu qui fait. Ton corps détruit ses globules rouges. Et tu as le teint jaune. Qu'est-ce que je conseille? Qu'est-ce que je conseille? J'en sais rien, je ne suis pas dans la physiologie de ton corps, donc j'aurai du mal. Ce que je sais, hein, c'est que si la maladie Gilbert est considérée comme une maladie auto-immune dans laquelle le corps devenu fou détruit ses propres globules rouges, alors il y a une réponse. Il y a une réponse qui dit maladie auto-immune, dit passage depuis le milieu intestinal, le milieu extérieur intestinal, hein, puisque on est dans la partie extérieure, passage depuis le milieu extérieur intestinal dans le milieu intérieur de produits non digérés, partiellement décomposés, des produits protéiques qui vont faire qu'il va y avoir une réaction auto-immune dans l'organisme, que ces produits protéiques, pour une raison que j'ignore, ont des fractions de protéines qui ressemblent à ce qu'il y a au niveau de l'hémoglobine et que le corps produit des anticorps hein, qui vont attaquer autant ton hémoglobine que le produit toxique en question. Je te le refais. Maladie auto-immune, mécanisme de la maladie auto-immune. Il y a toujours 2 facteurs concomitants. Premièrement, une porosité de la barrière intestinale. La barrière intestinale, elle est composée d'une seule épaisseur de cellules qui sont reliées par une jonction serrée. Cette jonction serrée, liée à l'inflammation, liée à la déminéralisation, liée à l'alimentation et au stress moderne, eh bien cette jonction serrée, hop, elle s'ouvre. On appelle ça hyperperméabilité intestinale. Et qu'est-ce qu'elle laisse passer? Elle laisse passer ce qui passe dans la lumière intestinale. Et malheureusement, ce qui passe dans la lumière intestinale, lié au stress et à l'alimentation, ce sont des protéines complexes. L'alimentation moderne, le gluten, la caséine, ce sont des protéines complexes que le corps n'a pas pu digérer de manière complète. Il n'a pas pu les scinder en acides aminés. Donc on va avoir des fractions de protéines. Ces fractions de protéines sont reconnues comme des agents étrangers par le corps, une fois qu'elles passent la barrière intestinale. Le corps produit des anticorps. Si ces fractions de protéines ont une similitude, hein, on appelle ça molecular mimicry, un mimétisme moléculaire. Hein. Si ces cellules ont un mimétisme moléculaire avec des cellules propres de l'organisme, par exemple au niveau de l'hémoglobine, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va attaquer en même temps ces fractions-là et tes globules rouges, parce qu'il va produire des globules rouges. Donc, priorité des priorités à supprimer, au moins le temps de la réparation, supprimer dans ton alimentation les protéines de type complexe. Et attention, les protéines complexes ne sont pas dans le règne végétal, dans le règne animal, mais sont dans le règne végétal. Hein, tu vas trouver plus de protéines complexes dans le blé, par exemple, dans les produits laitiers modernes, que tu vas les trouver dans la viande, des choses comme ça. Quand on parle protéines, on parle toujours viande, et en fait, les protéines les plus complexes, tu les trouves dans les produits végétaux, modernes, transformés, hybridés. Donc, premièrement, ça. Parce que nous ne sommes pas adaptés pour digérer, nous n'avons pas les enzymes nécessaires pour fractionner ces longues chaînes de protéines, et on se retrouve avec des fractions de protéines non digérées. D'ailleurs, j'ai entendu une énormité encore. Les naturopathes. Il y a un naturopathe, soi-disant renommé,
qui n'aime pas les crudivores, ça c'est clair, il n'aime pas vraiment les crudivores, qui disait ah mais le gluten, on exclut le gluten pour tout le monde. Oui, mais en fait, on devrait l'exclure que pour les gens qui ont des symptômes. Manque de bol, il a complètement ignoré de regarder les dernières études qui ont été faites, particulièrement une étude qui a été faite en Italie, qui montre que 80% des personnes qui sont intolérantes au gluten n'ont aucun symptôme digestif. D'accord? Pourquoi? Parce que ça passe à l'intérieur de leur organisme, hein, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des attaques auto-immunes sur la thyroïde, thyroïdite d'Hashimoto, et ça va être neurotoxique pour le cerveau. Hein, ça va agir sur des zones cérébrales pour amener dépression, bipolarité, fatigue, et ainsi de suite. Donc dire, ah oui, non, mais alors, on n'a qu'à supprimer le gluten, c'est une hérésie de supprimer le gluten pour les gens qui n'ont pas de symptômes. Eh oui, mais le symptôme, c'est le pire des indicateurs. Le symptôme, d'ailleurs, la médecine moderne est basée sur le symptôme. La médecine moderne est, on va dire, le fer de lance du monde. Ça marche sur la peur, sur la rareté, sur la précarité, sur le prix élevé, ça marche sur la mort, hein, ça marche sur la maladie. Et la médecine moderne marche sur le symptôme. Elle a tout, elle capitalise. C'est juste un extrait concentré de l'esprit du monde, la médecine moderne. L'esprit de la médecine. J'aime beaucoup les médecins en tant que tels. Moi, c'est l'esprit de médecine que je n'aime pas et que je pourfends. Et donc, dire l'absence de symptômes prouve l'innocuité. Pipo, pipo dimbo, la tête à Toto, double zéro. Non, ça veut rien dire. C'est zéro, nul. Hein, c'est pas ça, et on le prouve de façon manifeste. Alors dire, on ne supprime le gluten que pour les gens qui ont des manifestations, et c'est pour vos enfants qui en enlèvent le gluten, comment vont-ils vivre? Comment vont-ils vivre? Comment vont-ils vivre? Il y a bien d'autres choses à manger, mon coco, il y a bien d'autres choses à manger, et qui plus est, le blé que nous consommons actuellement n'a rien à voir avec le blé qui était consommé avant. Donc revenons déjà à des blés anciens, il y aura déjà des portions protéiques qui seront beaucoup moins longues, donc déjà, ça sera déjà un mieux. Hein, et puis, bon, il y a certains environnements digestifs qui sont tellement dégradés que la décomposition se fait mal. Et si en plus tu as de l'hyperperméabilité, ce qui fait que c'est une passoire, eh bien, il vaut mieux s'abstenir. S'abstenir le temps que ça se répare. Donc chaque fois qu'on parle de maladie auto-immune, il y a ça. Qu'elle soit au niveau de ta thyroïde, qu'elle soit au niveau de ton cœur, qu'elle soit au niveau de ton foie, qu'elle soit au niveau de tes globules rouges, il y a ce phénomène. Digestion partielle de longues chaînes protéiques, parce que le problème se situe avec les protéines. Hein, et ensuite perméabilité intestinale qui fait que ça passe à l'intérieur, mimétisme moléculaire, le corps produit des anticorps et puis on est réglé. Donc réparer la muqueuse intestinale, comment on la répare? On la répare déjà en limitant l'inflammation, en apportant des minéraux et des graisses de très bonne qualité qui vont permettre la réparation de la muqueuse intestinale, avec le jeûne, le repos digestif, la suppression du stress et ainsi de suite. Question de Blanche. Bonjour Thierry, voici ma question. Que penses-tu du nettoyage intestinal yogique que l'on nomme Shankprakshalanana? Shankprakshalanana, ça me rappelle Interville ça. Ouais, je connais. Le principe est simple, l'étape principale étant de boire une quantité importante d'eau salée, environ 2 à 3 litres, afin que cette solution soit évacuée naturellement par les voies intestinales et permette de dégager tout encombrement. J'ai testé, ça m'a libéré de toute constipation depuis. Il est conseillé de le faire mensuellement. Ouais, après il faut faire une espèce de danse des canards. Il y a toute une chorégraphie là, c'est la lambada. Cependant, n'est-ce pas une méthode traumatisante pour l'organisme? Je préfère actuellement effectuer les lavements que tu préconises dès que j'en ressens le besoin. Technique plus confortable. Ouais, moi j'ai tendance à considérer que effectivement c'est une méthode qui est un petit peu violente. En même temps, on pourra te dire la même chose du lavement. On pourrait te dire exactement la même chose du lavement. Après, je pense que c'est important de connaître toutes ces techniques. Il y a des personnes, des purs, non je blague, style Julien, mais qui sont pour un interventionnisme minimal. En même temps, Julien, je le connais assez bien, je sais aussi qu'il est pragmatique. Hein, donc quand il y a des personnes qui ont besoin d'interventionnisme, quelque part il faut savoir que l'interventionnisme a toujours un coût. Voilà. Donc ne pas l'utiliser n'importe comment, parce que l'interventionnisme a un coût nerveux en particulier, et même un lavement, ça a un coût nerveux. Sur une personne totalement épuisée, bah, ça peut avoir des inconvénients. Effectivement, ça peut puiser un peu d'énergie vitale. En même temps, si cette personne est complètement constipée, qu'elle est soumise à un phénomène d'auto-intoxication, il y a peut-être intérêt quand même à faire des changements. Après, Shankprakshalanana, tu bois de l'eau très salée, tu fais ta chorégraphie.
Je sais pas si c'est plus épuisant ou moins épuisant. Il y en a qui disent voilà, ça va nettoyer tout le système intestinal parce que tu passes du haut jusqu'en bas, tu utilises le sens de circulation naturelle. Pour certains, ça fait plus sens que les lavements. Moi, perso, alors déjà, j'ai jamais essayé. Donc, je ne peux pas parler. Déjà, je ne connais pas. Je sais, mais je ne connais pas. Ça ne me branche pas plus que ça. Ça fait partie des choses. C'est pas mon truc, moi. Non, je ne marche pas à ça. Je préfère les lavements. Ouais, utiliser à bon escient. Oui, je préfère les lavements. Après, je ne suis pas une autorité, hein, c'est juste mon avis à moi. Robin, eau de montagne minéraux. Bonjour Thierry. Ayant pour projet de vivre à la montagne et cherchant une quantité convenable de minéraux, penses-tu que l'eau douce de montagne en soit chargée? Ouais, si tu prends dans les torrents, il y a des minéraux, comme ils sont brassés, sous forme colloïdale, donc ça va assez bien. Regarde si le micro fonctionne bien. Ouais, tout va bien. Je vérifie quand même, attends, au cas où. Et hop. Déjà eu des problèmes avec le micro. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Je m'entends dans le micro. Super. Alors, oui, donc les minéraux dans les torrents, avec ce brassage, avec ces formes tourbillonnantes, ça leur donne une charge électrostatique qui les rend utilisables par le corps. Pourrait-elle remplacer le plasma de Quinton? Oh non, la charge minérale sera toujours moindre, particulièrement en sodium. Une autre question. Penses-tu qu'il soit possible? En même temps, si tu vis en pleine nature, en pleine montagne, tu vas avoir un air extraordinaire et tout, va pas te limiter pour autant. Hein. C'est pas équivalent au plasma de Quinton. Non. Sur l'eau. En même temps, tu auras un air extraordinaire, tu auras toutes les huiles essentielles des conifères qui vont monter avec le soleil, tu auras la neige, les arbres, tout, c'est magnifique. Une autre question, penses-tu qu'il soit possible d'obtenir autant de minéraux que nécessaire simplement en se baignant dans la mer chaque jour? Si tu es en jeûne sec, peut-être, sinon quand même je crois pas. La perméabilité de la peau, faut y aller mollo, hein. Tu bois pas avec ta peau, heureusement, hein, parce que sinon chaque fois que tu te baignes, puis alors quand tu vas en piscine, t'imagines, c'est le truc là. Ouais, il y a une perméabilité, elle est présente. C'est ce qui fait que quand tu vas dans une piscine où ça sent le chlore à mort, pas bon. Après, dans la mer, oui, tu absorbes certainement une petite quantité de minéraux. Par contre, je suis bien mal qualifié pour la quantifier. Voilà, bonne installation à la montagne. Ben, qui me pose une question sur la protection solaire. Salut Thierry, sommes-nous obligés de nous protéger du soleil? Si oui, avec quoi? Alors, sommes-nous obligés de nous protéger du soleil? Non. Non, moi personnellement, je n'ai pas utilisé de protection solaire, je pense, depuis plus de 25 ans. Et pourtant, je suis dehors la majorité du temps, particulièrement en été. Alors après, quand on dit ça, souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, les crudivores, ils ne prennent pas de coups de soleil ». En vérité, si je vais me mettre au soleil à midi et que je reste 4 heures en plein cagnard comme ça, sans bouger, il est possible que je prenne quand même une sacrée rougeur, une inflammation. Ce qui est certain, c'est qu'avec le changement d'hygiène de vie, le fait d'apporter plus de minéraux, le fait de permettre au corps de se désenflammer, tu as vu, je fais gaffe, hein, attention, le corps d'éliminer, c'est le corps qui élimine, c'est pas le légume, attention, hein, le corps d'éliminer, d'épurer. Hein. Je rappelle bien que c'est le corps qui fait toutes ces réactions, que les légumes ne sont là que pour soutenir au maximum. Tout ça, ça amène à une désacidification, une désinflammation de la zone sous-cutanée. Quand les rayons du soleil vont venir taper, cette zone étant moins enflammée, tu vas avoir moins de réactions inflammatoires. Le niveau d'inflammation va être plus bas et donc tu vas mettre beaucoup plus de temps avant d'attraper un coup de soleil. Par contre, il y a un truc, je ne sais pas si tu connais, c'est particulier, on m'a dit que ça existait, ça s'appelle le ressenti. Ressenti pour l'être humain, c'est un truc, d'habitude, on n'a pas trop envie que tu l'expérimentes. Parce que le ressenti, il te permet de discriminer entre ce qui est bon et ce qui est mal pour toi. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas du tout. Ce qui est approprié ou ce qui ne l'est pas. Et le ressenti, il va te faire dire, tiens, moi, si je reste 4 heures sans bouger au soleil, au début, le soleil est super agréable. Waouh, ça fait bien. Et puis à un moment, ça commence à devenir lourd. C'est un peu irritant, c'est énervant. Puis à un moment, ça va vraiment commencer à devenir difficile. Là, si tu restes au soleil à ce moment-là, ouais, il va falloir te tartiner de crème. Mais en même temps, ces signes-là sont des signes que tu as reçu suffisamment d'énergie solaire, globalement. Et le côté brûler ou ne pas brûler n'est pas le seul critère. Et donc, tous ces artifices, ces crèmes solaires, qui évitent que tu prennes des coups de soleil, qu'est-ce qu'ils permettent? Eh bien, ils permettent d'aller au-delà de l'exposition normale tolérable par l'organisme. L'un des signes de cette exposition normale, c'est la sensation de chaleur au niveau de la peau. Là, avec ces crèmes, tu le sens moins. Et au final, tu t'exposes trop. Et ça a aussi des conséquences sur la fonction métabolique. Parce que du soleil, c'est bien, ça recharge le système nerveux. Trop de soleil, ça épuise. C'est toujours pareil. L'homme était à la croisée des chemins. Il a besoin d'une certaine quantité modulée. Donc
Donc, sommes-nous obligés de se protéger du soleil? Non, surtout pas. Et au contraire, je vais te dire, certainement pas, parce que se protéger du soleil, avec des protections et des crèmes, ça outrepasse les mécanismes de régulation normaux du corps, et ça fait que tu vas t'exposer trop longtemps. Par contre, si tu t'es exposé un peu trop longtemps, tu peux te mettre de l'huile de coco sur la peau, voire de l'huile de millepertuis, des feuilles de millepertuis, Hypericum perforatum, dans de l'huile d'olive, ça fait de l'huile rouge. Par contre, l'hypericine est photosensibilisante, donc tu ne te mets pas ça avant d'aller au soleil, mais tu peux te le mettre le soir si tu es un peu cramé. De l'aloe vera, en feuilles, en gel, hein, que tu vas te passer sur la peau, c'est fabuleux, ou simplement des tranches de concombre, du jus de légumes. Tu te fais un petit jus de carotte et hop, tu t'enduis de jus de carotte délicatement. Hein, tes petites mains, tes petits bras et tout, ton petit visage, et tu vas voir, ça va faire beaucoup de bien. Le simple jus, tu sais, ça c'est un truc que je dis souvent aux gens, ils me disent, ah, qu'est-ce qu'on peut se mettre sur la peau? Putain, mais tu prends tes fruits un peu trop mûrs et tu te l'écrases sur le visage. Les abricots, tu te fais un masque à l'abricot. C'est un masque à l'abricot. En plus, après, quand tu te l'enlèves, tu peux le manger. Et ouais, parce que la plupart des crèmes qu'on te vend, les docteurs Okinawa, là, les docteurs Oshikawa, là, ou je sais pas quoi, ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des antioxydants. Et les antioxydants, on les trouve dans quoi? Bon, on les trouve dans les fruits et légumes. Voilà. Alors, tu as le droit, t'as le choix entre acheter un petit pot comme ça à 35 €, hein, avec beaucoup de marketing derrière, hein, ou tu as le choix d'acheter une botte de carottes, de faire un peu de jus de carotte et de te le tamponner sur le visage. Globalement, en termes d'antioxydants, hein, tu peux te mettre de l'huile de coco, de l'huile de germe de blé avec beaucoup de vitamine E dedans, mais même là encore c'est isolé. Moi, je te dirais tu mets rien parce que l'état de la peau il résulte de ce que tu avales. Donc avale des aliments adéquats et tu n'as pas besoin de t'en mettre sur la peau pour faire un cache-misère. Question de Kitty. Sarcoïdose. Sarcosidose. Non, c'est pas la maladie du Sarkozy, c'est la maladie du sarcoïdose. Bonjour Thierry et à toute son équipe. Quel serait le remède de chez ABC de la Nature parmi les 5 fantastiques le plus approprié pour une sarcoïdose pulmonaire ainsi qu'un jus pareillement spécifique? Je souhaite proposer à mon fils qui traîne cette cochonnerie depuis longtemps. Il passe me voir 5 fois par semaine et je n'aurai que cette petite fenêtre ouverte pour lui donner ces 2 remèdes. Donc la sarcoïdose, tu me rappelles, est une maladie de cause inconnue. C'est la 5e dimension. Tu fais. La sarcoïdose débarque. C'est du George Orwell. Alors la sarcoïdose est une maladie de cause inconnue qui peut toucher plusieurs organes, en particulier les poumons et les ganglions lymphatiques. Elle est caractérisée par la formation d'amas de cellules appelées granulomes sarcoïdiens jouant un rôle dans l'inflammation. Ces amas se forment principalement dans les poumons avec soupçon du système immunitaire qui s'affole face à un corps étranger ou bactérie. Ah ouais, mais on parle de quoi? On parle toujours pareil. Alors, ça va embêter certains, mais je vais utiliser des gros mots. On parle d'acidose parce que ces amas de cellules qui s'agglutinent entre eux, eh bien, c'est lié aux attaques des produits acides. Et comme il y a de l'acidité, eh bien, il y a une modification du terrain, prolifération bactérienne, comme le montre Antoine Deschamps. Et donc, on parle juste d'acidification. Nous n'osons pas les remèdes qui renforceraient le système immunitaire déjà en folie, tu pourrais. Mais quel serait le remède de chez ABC de Nature qui est le plus approprié pour aider à lutter contre une sarcoïdose pulmonaire? Alors, dans l'absolu, je te dirais, ton gamin, quand tu l'as chez toi, fais-le jeûner. Ça va pas être glamour, mais fais-le jeûner. Si tu ne veux pas le faire jeûner, moi, je prendrais des produits qui vont aider à la circulation lymphatique. Donc, le mélange lymphe, super. Je vais prendre le mélange bronchés-poumons, hein, qui ont des plantes expectorantes, qui vont aider à l'expectoration, à l'élimination et au nettoyage des poumons. Et au niveau des jus, je prendrai des jus qui vont contenir du soufre, hein, parce que le soufre est extrêmement actif pour aider au nettoyage. Le corps utilise le soufre apporté par le chou pour nettoyer les poumons. Ce n'est pas le chou qui nettoie les poumons, c'est le corps qui utilise le soufre présent dans le chou. Et donc, je me moque de moi-même, hein, je me moque de personne en particulier. Hein. Je m'amuse, disons. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Tranquille. Donc des jus avec du chou. Alors, tu ne fais pas juste du jus de chou parce qu'il va tirer un peu la tête. S'il vient 5 fois par semaine, il ne va plus venir que 2 fois ou 1 fois, hein, juste pour faire la bise à sa petite maman. Donc vas-y mollo. Mais un jus chou rouge pomme, par exemple, pas mal du tout. Chou vert, pomme ou chou brocoli. Chou brocoli, pomme, concombre, ou chou brocoli, ananas. Bromélaïne dans l'ananas, une enzyme qui va permettre, que le corps va utiliser pour se nettoyer de manière adéquate. Ça sera un bon jus. Voilà.
Mais en sachant toujours pareil que c'est le corps qui fait. Donc si ton gamin il est fatigué, il est épuisé, tu le mets au repos, tu le fais se calmer déjà. Cataplasme d'huile de ricin dans la zone des poumons aussi, ça peut être pas mal. Je sais pas voilà, si dans ta fenêtre tu pourras lui... tu l'attrapes, tu lui fais un tir tendu d'une bouteille d'huile de ricin, bam, sur le torse. Là, il rentre, tu le coinces, tu fermes la porte, bim, huile de ricin, bim, le jus, et on n'en parle plus. Et après il se repose. Voilà, alors, là il y a plein de questions qu'on m'avait mis. Alors, on les avait classées comment? Une fois que ça a commencé là, on va essayer de les traiter. Alors, on va essayer de se dépatouiller là-dedans. Combien il me reste de temps? Là, je vais pas pouvoir. Ouais, allez, encore une petite demi-heure. Vous avez encore une petite demi-heure? Ah, c'est le dernier de l'été, hein. Après, vacances. Remarque de McFeed. Bonjour, j'ai constaté que sur tes vidéos, les commentaires sont désactivés. Oui, sur les vidéos YouTube. Tu es une personne positive. Merci. Qui enrichit son environnement. Bien entendu, personne n'est parfait. Oula, ça craint. J'aime pas ça. Néanmoins, tu pousses les gens à consommer des végétaux et à modérer l'utilisation de nouvelles technologies. Donc, tu ne les pousses pas au sucre, au sel. Non, non, bien sûr. Bref, il me semble que tu dois croire en toi. En moi, non, je ne crois pas en moi. Je ne crois strictement pas en moi. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en moi. Et accepter tous les commentaires positifs et surtout négatifs. Bien sûr que je les accepte. Tu dois accepter même les commentaires qui pourraient s'assimiler à une attaque personnelle. Ah ouais, absolument, il n'y a aucun problème. Dans la vie, il faut se tenir droit et assumer. D'autant plus que c'est positif ce que tu fais. Il faut accepter d'être exposé. D'autres meneurs ont résisté malgré tout. Je te tutoie car je te connais à travers les vidéos. Oui, donc en fait, tu me demandes pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les commentaires sur YouTube. Eh bien, il n'y a pas les commentaires sur YouTube, non pas parce que je crains la critique ou même les attaques personnelles, parce que les insultes, les attaques personnelles, je vous disais, il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre mon numéro de téléphone. Voilà, donc il va falloir que je change de numéro de téléphone. Ça, c'est les petits harcèlements. Non pas que je ne vais pas recevoir vos appels, mais déjà, mon téléphone, il est éteint la plupart du temps. Donc déjà, c'est très frustrant. Et en plus, quand je reçois 150, 200, 250 appels dans la journée, objectivement, je ne peux pas rappeler. Et alors moi, c'est terrible parce que si en plus, les gens ont mon numéro de téléphone et qui m'envoient des SMS en me décrivant des situations de vie terribles, ben, moi, j'ai qu'une envie, c'est de rappeler, d'aider, de motiver. Sauf que j'ai aussi une vie personnelle, une vie de famille, et que de toute façon, je ne suis pas là pour sauver le monde. Je ne suis absolument pas là pour sauver le monde. Le salut, il ne vient pas d'un humain. Hein, le salut qui va le chercher plus haut. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Donc voilà, donc j'ai pas peur d'être exposé, je me suis pris déjà plein la figure, les insultes. En fait, je veux dire, si j'ai coupé les commentaires YouTube, c'est pas parce que je crains les critiques, parce que tu remarqueras qu'il y a très peu de critiques qui viennent sur les vidéos YouTube. C'est soit des remerciements, soit des insultes. Hein. Donc les remerciements, je vous remercie beaucoup, mais en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Ça me touche beaucoup, mais pensez-le très fort, ça me suffit largement. Je ne fais pas ça pour être remercié, je fais ça parce que j'y crois profondément et que j'ai à cœur de partager tout cela. Et les insultes, alors c'est pas que ça me blesse les insultes, je m'en moque éperdument. Quand j'étais jeune, j'étais trop gros, j'étais trop boutonneux, j'étais trop ceci, après j'étais trop maigre, après j'étais trop ceci, après j'ai été un gourou, après j'ai été plein de fric, après j'ai été... Les insultes, ça va toujours. Après j'ai jamais la bonne taille, la même couleur, c'est pas grave, je m'en fiche complètement, ça ne m'atteint pas. Le problème, c'est pour toi qui va laisser l'insulte. Et je ne veux pas être une occasion de chute pour toi. Parce que quand tu insultes quelqu'un, bah, tu te détruis, tu te salis de l'intérieur. Et moi, je ne veux pas être une occasion de chute pour toi. Alors on me dit, ah Thierry, il n'a pas de courage, il n'a pas de courage. Mais le courage, c'est pas de laisser ou de ne pas laisser les commentaires. Le courage, au contraire, c'est de résister au monde. C'est de ne pas faire mes vidéos en fonction de ce qui se fait sur YouTube, des critiques, des vidéos contre Thierry Casasnovas, des menaces et des intimidations. Et d'ailleurs, pour ça, comme moi je ne suis pas hermétique au monde, ben j'ai choisi une chose, c'est que je ne regarde pas le monde. C'est-à-dire que je ne vais pas voir les vidéos sur YouTube. On me dit, oh, il y a un tel, il y a une telle qui a fait une vidéo sur toi. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Comme ça, je ne m'inquiète pas. Et il est bien dit, ne vous inquiétez de rien. Alors moi, pour ne m'inquiéter de rien, ben, je fais fi. Je fais fi des commentaires sur mon travail. Je trace, j'écoute les retours des personnes qui expérimentent vraiment. J'essaye d'adapter mon discours, c'est un discours généraliste, donc il n'y a pas la prétention d'être particulier pour toi. Il t'apporte des principes et ensuite toi, tu vas faire ta règle.
mais j'adapte en fonction des retours, des ressentis, quand ils sont exprimés de façon normale, cordiale, quand ce n'est pas des éructations violentes et agressives. Mais par contre, si j'ai arrêté les commentaires sur YouTube, c'est pour ne pas être une occasion de chute pour la personne qui va laisser un commentaire odieux ou haineux. Parce qu'elle se fait du mal. Et moi, j'aime pas qu'elle se fasse du mal. Donc, je ne te laisse pas la possibilité de t'exprimer de façon haineuse ou odieuse. Et ça, pour moi, c'est un principe. C'est un principe. Parce qu'il faut bien comprendre que la haine, la violence, c'est d'abord la personne qui est aimée que ça mange, que ça détruit. Hein. Et en plus, je n'ai pas la possibilité de voir tous les commentaires. Non, parce qu'à la limite, la personne qui répond de manière haineuse ou violente, je pourrais en profiter pour lui répondre par de la bienveillance, de la douceur. Parce que je me souviens toujours que, quelle que soit la chose que l'on te dise, il n'y a aucune raison valable, quelle que soit la chose que l'on te fasse, il n'y a aucune raison valable, justifiable, qui puisse justifier le fait de répondre de la même manière. C'est juste ça. Il n'y a aucune raison que tu répondes par autre chose que de l'amour à toute personne. Que cette personne te fasse du bien ou que cette personne te fasse du mal. Mais ouais, mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir y répondre et les commentaires sur YouTube. Et si je fais ça, si je passe mon temps sur YouTube, si je passe mon temps sur Facebook à répondre, à être sollicité par le monde, eh bien, je ne passe pas du temps à faire des vidéos ou avec les enfants ou à parler avec les gens, à être dans des vraies relations avec des vrais gens, des gens concrets de la matière. Et donc ça, c'est dommage. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté les commentaires sur YouTube. En même temps, tu peux venir tout à fait commenter sur le site Régénère. Tu es le bienvenu, vous êtes tous les bienvenus. Manque de bol sur Régénère, il faut quand même laisser son mail. Donc ça, les insultes grossières et ordurières, quelque part, on hésite. Hein. Je ne vais pas vous faire un best-of de ce que j'ai reçu sur moi, sur ma mère, sur mes ascendants. Gratiner. Souvent, ça me fait rire parce que c'est à rallonge. Mais voilà, là sur le site Régénère, il faut laisser ton mail et ça, quand on avance à visage découvert, c'est plus compliqué. Voilà. Il y en a plein de questions, il y en a plein. On est combien de minutes là? Je regarde, je fais une petite pause. On est 1h30 là à peu près. Ah non, 1h12. Oh, d'accord, ça fait pas très longtemps. Alors bon, on va se remettre au boulot. Allez, hop. Allez, hop, ça j'enlève. Déjà traité. Hop, voici. Alors, après le tabac, question de Denis. Salut Thierry, salut l'équipe, salut Denis. Question, après avoir arrêté l'usage du tabac, le corps a une forte tendance à prendre du poids et le système nerveux a tendance à réagir fortement. Peux-tu expliquer ces phénomènes physiologiques? Comment réagir avec le point de vue de l'hygiénisme? Comment gérer le phénomène et conseils de ta part? Jus spécial, plantes, jeûne. Alors il faudra que je fasse une vidéo, je vais la garder celle-là, je te ferai une vidéo spéciale sur le tabac. Pour faire simple, puisque je ne vais pas la faire là dans les médias, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe? Dans le tabac, l'un des principes actifs, c'est la nicotine. La nicotine, elle a des effets assez paradoxaux. C'est un excitateur du système nerveux. Hein, donc, elle amène à la production d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine. Hein. Donc, adrénaline et noradrénaline, augmentation du rythme cardiaque. Donc, on consomme plus, on brûle beaucoup plus. Et c'est pour ça que quand les gens arrêtent la cigarette, souvent ils prennent du poids. Pourquoi? Parce que le fait de fumer régulièrement augmente le métabolisme. Ça élève le métabolisme. Ça fait que le corps il fonctionne plus vite. Hein. Ça te met en caractère alerte. Ça amène à la production de glutamate, de sérotonine, quoi d'autre encore? Oh, il y en aurait beaucoup. Bon, globalement, c'est adrénaline, glutamate, sérotonine. Donc ça favorise l'apprentissage, glutamate, ça favorise l'apprentissage, la mémorisation. Sérotonine, c'est modulation de l'humeur en grande partie. Dopamine, c'est ce qui fait que tu es accro au tabac. Et tout ça, ça amène une augmentation du métabolisme. Après, ça mène aussi à une désensibilisation des récepteurs nicotiniques, ce qui veut dire que quelque part, plus tu fumes, plus tu vas avoir besoin de fumer pour avoir la même action dans ton corps. C'est le phénomène d'accoutumance et d'addiction. On va passer au mois de septembre, octobre, novembre et décembre. J'aime pas y penser, juste Noël, tout, froid. Là, il fait bon, c'est le top. Mais enfin, on va s'occuper de la perte de poids.
on va s'occuper de l'addiction, de tous les phénomènes d'addiction. Et là, on va aller au cœur de la chimie du cerveau pour comprendre exactement l'addiction alimentaire, l'addiction aux drogues, l'addiction au tabac, l'addiction au jeu, l'addiction au sexe, tous ces phénomènes d'addiction et le circuit dopaminique. Et donc, on parlera largement du tabac. On va en parler vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, on parlera aussi de religion, de religiosité et de comment sortir de l'état d'esprit religieux. Parce que ça, pour moi, c'est super important. Bon, ça régule aussi l'appétit, hein, diminution de l'appétit avec la nicotine. Donc automatiquement, quand tu t'arrêtes de fumer, excusez-moi, il y a les moustiques là qui ont fait un strike là. Quand tu t'arrêtes de fumer, eh ben, automatiquement, tu manges plus. Tu manges plus pour compenser. En plus, tu as moins de glutamate qui est produit, donc tu vas avoir tendance à chercher des aliments excitants pour compenser, aliments excitants, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, des produits raffinés qui vont produire plus de glutamate au niveau du cerveau. Donc tu vas essayer de compenser. Donc le mieux pour arrêter de fumer, c'est simple, c'est le jeûne. Sans hésiter, le jeûne est la meilleure aide. Alors je ne dis pas que ça va tout faire, mais c'est la meilleure aide pour arrêter de fumer, le meilleur soutien pour arrêter de fumer. Après, au niveau des jus, rien en particulier, les jus vont soutenir aussi. Ça te permettra surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir besoin d'un peu d'excitation, d'être soutenues pendant la journée, boire un petit jus régulièrement. Tu choisis un jus qui va aider à nettoyer le foie, le poumon. Tu vois, tu te ferais un betterave, chou brocoli, ananas. C'est une monomanie. Hein. Aujourd'hui, c'est le jour chou brocoli ananas. Ou betterave, chou brocoli, kiwi, par exemple, ou betterave, chou brocoli, orange. Ben là, tu te fais un bon jus qui va aider à nettoyer le poumon, parce qu'il faut bien comprendre, la nicotine, enfin, je veux dire, c'est une folie la cigarette. Je veux dire, savoir que l'État s'engraisse sur les cigarettes, c'est quand même un scandale. Tu balances dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires qui sont extrêmement sensibles, tu balances des goudrons, de la nicotine, des produits extrêmement encrassants, et forcément, ça va au moins bien marcher après. Donc, j'y reviendrai, je vais mettre ta question de côté. Donc le jeûne pour nettoyer la sphère pulmonaire, pour résister à la cigarette, c'est plus dur. Et il y a des fois des gens qui me disent, oui mais alors comment on fait? Moi si je me mets à jeûner, je continue à fumer. Ouais, ben continue à fumer, c'est pas grave, parce que de toute façon il faut bien commencer par quelque chose. Donc tu commences à jeûner, et puis normalement au bout de 3 jours de jeûne, la cigarette, t'en as plus envie, théoriquement. 3, 4, 5 jours. Et puis si le premier jeûne ne suffit pas, mais tu en refais un deuxième, tu en refais un troisième, jusqu'à ce que ça lâche. Mais je te garantis que ça va lâcher. Après, des plantes expectorantes, des plantes qui contiennent du soufre, tu te fais un jus. Allez, tu te fais tremper du fenugrec, tu fais germer un peu de fenugrec. Tu te fais betterave, fenugrec, chou brocoli, orange. C'est quasi local ça. Question de Isabelle. Bonjour Thierry, pourrais-tu faire un point précis sur l'emphysème? L'emphysème avec traitement conseil, je crois que ce sujet n'a pas encore été traité. Donc l'emphysème, hein, c'est destruction des voies aériennes distales, hein, donc des voies aériennes supérieures. C'est la destruction, hein, c'est la destruction réellement des bronchioles, hein, c'est juste avant le... En fait, quand on parle d'emphysème, c'est une pression excessive d'air dans les poumons qui amène à la destruction des voies aériennes, ce qu'on appelle distales. Donc c'est juste avant les bronchioles, la terminaison, les bronchioles terminales. Donc c'est quand même les parties les plus fines, hein, de tous les poumons. Et pourquoi est-ce qu'il y a une destruction à ce niveau-là? Parce qu'il y a de la suppression d'air, parce qu'il y a de l'œdème. Œdème égale acidose. Hein. Quand il y a de l'œdème, c'est parce qu'il y a nécessité de dilution. On dilue pour diminuer la concentration des produits toxiques. Et quand il y a destruction des voies aériennes distales, c'est aussi parce qu'il y a acidose et que ces tissus extrêmement fins, hein, la muqueuse bronchique, elle est extrêmement fine, eh bien, sont détruits par les présences de produits acides directement, hein, parce que la muqueuse bronchique, comme toutes les muqueuses, elle fonctionne en absorption et en élimination. Toujours pareil, une muqueuse, ça fonctionne dans les deux sens. La peau, les intestins, tout fonctionne dans les deux sens. Eh bien, c'est pareil au niveau des bronches. Et donc, elle se retrouve à se ramasser des acides, hein, l'air que nous respirons. Hein, il y a énormément de produits toxiques à l'intérieur, acidifiants pour le corps. Et puis, ce qu'elle élimine aussi, c'est une zone de passage. Et donc, la qualité de l'air que nous consommons va conditionner énormément l'état de nos bronchioles. Et si ce que nous consommons comme air, l'environnement dans lequel nous vivons est extrêmement pollué, alors si en plus tu en rajoutes une bonne petite couche, hein, en fumant tranquillement tous les jours, eh ben, ça amène à ce phénomène d'emphysème. Ça peut être aussi lié à une faiblesse génétique congénitale de la personne qui vit dans un environnement qui ne va pas être assez pur au niveau de l'air et qui va amener à cette élimination. Ça peut venir aussi du fait que la personne a un terrain déjà faible et qu'elle a une prépondérance pour l'élimination par là.
Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des gens qui éliminent plus par les reins, il y en a d'autres qui éliminent plus par les intestins, d'autres plus par la peau, d'autres plus par les poumons. C'est là où il y a des différences contextuelles de personne à personne. Par contre, moi je dis toujours la même chose, c'est que s'il y a une inflammation de la vessie, s'il y a une inflammation des voies urinaires, ou une inflammation au niveau intestinal, le colonique, ou une inflammation au niveau de la peau, ou une inflammation au niveau des poumons, le problème à la base, c'est quand même l'inflammation. La localisation est circonstanciée, dépend de la personne, dépend de son héritage génétique, dépend de tas de conditions dans sa vie. Mais au final, le problème, c'est l'acidité. L'acidité qui est liée au stress, à l'alimentation, dénaturée, complètement dénaturée, pas propre à apporter des facteurs reminéralisants en suffisance, air pollué, rayonnement électromagnétique, tout ça, c'est extrêmement acidifiant. Donc conseil, switcher, changer de mode de vie globalement, aller vers un mode de vie qui produit beaucoup moins d'acidité au niveau pulmonaire. Et puis bon, ce que je disais sur les poumons, hein, pour les fumeurs, hein, le jus est bien approprié. Oh non, ça marche très bien. J'enlève comme ça, je dirais que j'effeuille la marguerite. Jeûne césarienne, allaitement. Dans notre situation, suite à la césarienne de ma femme, et le fait qu'elle n'a pas beaucoup de lait, peut-elle jeûner et cela va éluder sa cicatrisation de sa césarienne? Le jeûne et la lactation, plus d'une journée en général ça coupe la lactation, donc c'est pas ultra approprié, peut-être des demi-journées ou des journées entières mais pas plus, pas à chacun d'essayer. Il est certain que le jeûne va favoriser la cicatrisation. En même temps, le fait d'apporter au corps des minéraux d'un côté, des matières grasses qui vont être essentielles aussi pour l'absorption de ces minéraux, des matières grasses de première qualité, végétales, animales, vont permettre l'assimilation des minéraux, grande source minérale, grande source d'acides gras qui permettent la reconstruction des tissus. Je pense que c'est la meilleure option. Donc oui, un peu de jeûne, mais ponctuel, pas plus d'une journée, voire jeûne intermittent par exemple, là, tu vois, la demi-journée, et après une alimentation riche en nutriments, en macro et en micronutriments qui va permettre la reconstruction. Demande spéciale à Thierry, s'il a le temps, peut-il faire une vidéo pour les femmes qui subissent la césarienne et les bébés nés ainsi? Je le mets de côté, je te promets que je m'en occupe. Hop, là tu vois, je le mets de côté, ça sera rangé précautionneusement au bureau et je fais un topo spécial là-dessus au mois de septembre. Mais globalement, les bébés nés par césarienne ont une immunité plus faible que la moyenne. Pourquoi? Parce que notre immunité, c'est l'ensemble des bactéries qu'on a récupérées de notre mère, et quand on en récupère peu, alors il faut savoir que dans l'utérus, le bébé a déjà des bactéries. L'utérus n'est pas un milieu stérile du tout. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà des bactéries, mais la plupart des bactéries sont acquises au moment où l'enfant passe par le canal vaginal. S'il ne passe pas par le canal vaginal, s'il sort direct par césarienne, eh bien il a moins de variété et puis il attrape tout ce qu'il y a dans son environnement. Donc c'est des enfants qui vont avoir une immunité moindre. Donc raison de plus pour, au départ de leur vie, faire très attention à ce qu'ils consomment et ce que consomme la maman, aller vers une alimentation la plus brute, native, originelle possible, qui va amener le moins de réaction du corps et le moins de pollution dans le corps. Et à côté de ça, renforcer l'immunité de l'enfant, quand il sera plus grand, par du jeûne, sur le plan naturel, avec des lactofermentations, avec le fait aussi de le laisser vivre dehors, quoi, tu vois, vivre au contact des animaux, avec de la terre, non pas vivre dans un environnement stérile, d'habitat moderne, finalement, le laisser vivre au contact de la nature avec des souches bactériennes riches. Ça va participer. Les probiotiques peuvent aider, mais c'est un pis-aller. Les probiotiques, tu n'en as pas besoin. Si tu vis dehors, pieds nus dehors, ton gamin, tu vas voir qu'il va construire une bonne immunité au soleil, à la pluie. Enfin, je veux dire, voilà, construire des organismes robustes. Et là, tu peux tout rattraper. Question de Katerina sur YouTube. Concernant le jeûne, quand on jeûne, notre corps passe de l'alimentation extérieure vers l'alimentation vers ses propres ressources vers le 4e ou 5e jour. Un peu plus vite avec le jeûne sec.
ce que l'on appelle acidose et qui déclenche finalement le processus de guérison profonde. Quand on fait le jeûne par alternance, un jour on jeûne, un jour on mange, finalement ce processus d'acidose ne se déclenche pas, effectivement. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce jeûne par alternance? La guérison profonde ou bien c'est uniquement pour faire le ménage? C'est pour faire le ménage et pour booster les fonctions de l'organisme. On voit que l'hormone de croissance, le métabolisme augmente. Mais pour faire un vrai ménage profond, c'est vrai qu'il faut passer dans un jeûne plus long, effectivement. J'ai fait le jeûne à l'eau de 14 jours et j'ai vu ma tension artérielle qui était déjà basse à la base baisser d'une façon drastique. J'étais obligé d'arrêter le jeûne après 14 jours. Est-ce que le jeûne par alternance, on subit moins la baisse de tension? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que le jeûne par alternance me paraît plus adapté pour les personnes qui sont épuisées. Alors, alopécie universelle de Cathy. Bonjour Thierry. Merci Cathy. Il y a un an jour pour jour suite à un burn-out professionnel, j'ai perdu tous mes cheveux, cils, sourcils et poils. Tu vois, ça c'est intéressant. Hein, un burn-out professionnel, donc stress extrême. C'est souvent là où je dis aux gens, attention, attention de ne pas se tromper de cible. L'alimentation est un facteur de dégénérescence, mais qui tue lentement. Le stress peut être un facteur de dégénérescence ultra rapide. Il n'y a rien d'autre que le stress qui peut te faire avoir les cheveux blancs ou perdre tes cheveux dans la nuit. Donc acidification massive, je suis un burn-out. Mes anticorps s'apprennent à mon système. Les médecins me disent que c'est une maladie auto-immune qui se déclenche suite à un choc sur fond d'état de fatigue extrême, tant mental que physique. Mes anticorps s'en prendraient à mon système pileux. Depuis 3 ans, j'habite à Saint-Laurent-de-la-Salanque, 66 250, Catalunya. Vous connaissez peut-être, si, bien sûr que je connais, c'est le pays. Je viens de Paris. Je pense que ce déménagement, ce changement de région n'a pas arrangé les choses. Mais la Catalogne arrange tout. La Catalogne arrange tout. Je vous ai découvert via YouTube. Depuis mi-décembre, j'ai un extracteur, bois des jus verts et mange des bio sans laitage. J'essaye de jeûner au moins jusqu'à 16h-17h. Super, rien ne repousse. Je bois des jus, je fais des phases de découragement. Ma question est de savoir si vous avez déjà rencontré des cas comme le mien et si oui, qu'en pensez-vous? Ont-ils guéri? Comment? Alors, je pense que maladie auto-immune, pipo dimbo. Je pense que tu t'es fait un énorme coup de burn-out, donc tu es en état d'épuisement. État d'épuisement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang ne monte plus de manière adéquate jusqu'au cerveau. Donc à la fois, tes cheveux ne vont pas pousser de manière adéquate, hein, mais en plus, c'est tout ton fonctionnement cérébral qui va être ralenti. Et ça, c'est le burn-out. Donc SMS, soleil, massage, sommeil, hein, pour régénérer, hein, en prenant les principes de Julien Allaire. Stimuler le moins possible et vraiment nourrir cette force nerveuse, hein, en permanence. Ça c'est un bon truc. Après, il peut y avoir des techniques, des subterfuges qui vont aider à ramener du sang au niveau de ton cerveau. Je sais que Julien ne va pas aimer, mais en même temps, si tu veux avoir des cheveux qui repoussent, ça peut aider. Il y a des principes actifs que j'aime bien, c'est le gingembre, le curcuma, et il ne va pas aimer du tout. Julien, je t'en prie, ne m'en veux pas. Du gingembre, du curcuma, de l'ail et du citron. Bon, souvent je prends les 4, soit je les fais en jus, soit je les fais mixer, je les filtre et tu bois ça. L'ail, micro-circulation, ou alors tu te fais un jus betterave, micro-circulation, le top. Betterave, alors le top, la betterave n'a aucune vertu en elle-même, mais le corps utilise les principes actifs présents dans la betterave pour favoriser la micro-circulation. Attention, la betterave, curcuma, gingembre, ail. Là, tu as un truc qui va dépoter pour aider le corps à favoriser la microcirculation et faire remonter du sang jusqu'au cerveau. J'avais fait aussi une vidéo sur la dépression, on remonte du sang au cerveau, où je proposais à tout le monde de faire le poirier. Alors certes, c'était un peu... Les personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient retrouvées un peu coincées, je l'entends dans cette position, mais ramener du sang au niveau de la tête, c'est pour ça que tes cheveux ne poussent pas. Tes cheveux ne poussent pas simplement parce que tu es épuisé. D'ailleurs, tu le remarques, toutes les personnes qui sont épuisées, elles ont des idées confuses, elles ont des troubles de la mémoire, elles ont des troubles de la libido, elles ont des troubles, elles ont des cheveux fins qui poussent mal, et ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas assez de sang qui arrive là? Ça pousse comment un cheveu? Il faut qu'il y ait du sang qui arrive, hein, au niveau des follicules là, pour permettre la pousse des cheveux. Hein. Après, on pourrait parler, on m'a demandé une vidéo sur le soin des cheveux, et d'ailleurs je vous en parlerai parce que j'expérimente maintenant quelque chose de fabuleux. J'ai enfin jeté ma brosse. J'arrive à... Et pourtant, mes cheveux, enfin voilà, ils sont longs.
j'arrive à entretenir mes cheveux sans utiliser de brosse et en leur faisant beaucoup de bien. Le secret, c'est cette brosse-là, la brosse à main. Ah, je vous le livrerai, mais c'est la brosse à main. Ça fait un bien extraordinaire aux cheveux. En fait, se démêler les cheveux simplement avec les mains. Moi, c'était un truc je ne vais pas dévoiler tout le truc, mais je vais le dévoiler quand même. C'est quand on parle de ne pas se laver les cheveux, on disait toujours, voilà, il faut vous brosser les cheveux tous les jours pour répartir le gras qui est sécrété au niveau du crâne et faire qu'on a des beaux cheveux. Mais il faut laver la brosse chaque fois pour pas répartir le vieux gras qu'il y avait sur la brosse. Enfin, voilà, il faut nettoyer la brosse. Et les brosses, c'est pas toujours facile à nettoyer. Moi, je les nettoyais pas exactement comme il fallait. Et donc, je me rendais compte qu'au niveau de mes cheveux, des fois, ça graissait un petit peu. C'était pas aussi parfait que ce que j'aurais voulu au début. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, en utilisant les doigts, au moins les mains, tu te les laves après, c'est super simple, tu n'as pas la graisse. Et je me suis rendu compte que en plus, ça tire au niveau du cuir chevelu, ça stimule la production. Et j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux que depuis que je n'utilise plus de brosse à cheveux. Donc ça sera le truc. Mais de toute façon, tout ce qui va ramener du sang au cerveau, ça, c'est vraiment idéal pour favoriser la pousse des cheveux. Il n'y a rien d'autre. D'après moi, ton burn-out, c'est exactement ça. On va faire une pause. Enfin, on va faire une pause. Non, on va partir en vacances. On va partir en vacances. On a fait combien là pour la vidéo? 1h30. Nickel. C'est le minimum syndical, mais c'est bien. Il restait des questions. Je vais les regarder. Cathy, j'ai traité ça, mais je vais faire une vidéo spéciale cheveux, c'est promis. Qu'est-ce qui restait? Oh là là. Je regarde. Perte de poids, pardon. Remarque, ça on avait traité. Demande de partage collectif. Question pour sa future vidéo, question-réponse. Ouais, je les garde et je ferai des sujets à partir de vos questions. Vous savez, souvent je peux pas. Attends, je les garde, ça c'est le tas que je garde. Je peux pas répondre à toutes les questions. Déjà, premièrement, parce que j'ai pas les réponses à toutes les questions, déjà, et deuxièmement, parce qu'il y en a trop, et puis que, bon, voilà, je peux pas passer mon temps à faire des questions-réponses, ça prend aussi pas mal de temps. Mais aussi, je m'en inspire. Souvent, je vois passer vos questions, je réponds pas directement, et par contre, je m'en inspire pour trouver des nouveaux sujets de vidéos, et ça, c'est aussi très important pour moi. Ça participe à la création de sujets de vidéos. En tout cas, tout ça pour dire que, normalement, bon, peut-être que je viendrai faire un petit coucou pendant l'été, ça m'étonnerait, mais peut-être. Normalement, ça c'est ma dernière vidéo. Il va y en avoir d'autres que j'ai déjà enregistrées. Il y a un ou deux témoignages. Il y a la conférence que j'ai donnée lors des rencontres de la régénération avec mon plus grand secret de santé, la chose qui m'a sauvé la vie. Pour de vrai, non, parce que souvent on te dit ouais, tel aliment, tel complément te sauve la vie. Pipeau, avoir sa vie sauvée, c'est pas le fait d'un aliment, c'est pas le fait d'une personne. Avoir la vie sauvée, c'est autre chose. Vous allez découvrir quel a été mon premier secret. La chose qui a fait vraiment une différence colossale, qui a fait qu'il y a eu un avant et un après, et qu'il y a eu vraiment une zone de fracture, un retournement littéral. Et que la meilleure alimentation du monde, s'il n'y avait pas eu cette étape-là, elle aurait été d'un piètre impact. Mais ce point-là, vous allez le découvrir en conférence. J'espère que je le présente de façon suffisamment explicite. Et je vais vraiment le développer encore toute l'année prochaine. Parce que ça va être vraiment, il y a aussi des lois émotionnelles et spirituelles que j'ai envie de présenter qui sont essentielles pour moi. Et ça en fait partie. C'est une des lois qui est essentielle pour moi. En attendant, je vous souhaite une bonne pastèque. C'est super bon de recevoir les pastèques. Je vous souhaite vraiment un bon été. Je vous souhaite surtout de rentrer vraiment dans ce ressenti. De ne pas considérer que l'erreur, le ratage, en est un en tant que tel. C'est une expérience. Et c'est en faisant des expériences que tu affines la connaissance du cadre dans lequel tu dois évoluer pour t'épanouir. Ce cadre, il est alimentaire, il est social, il est environnemental. Le cadre, il est relationnel, il est large, ce cadre. Mais c'est par essais successifs que tu vas pouvoir le déterminer. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre dans lequel tu étais jusqu'à présent, il t'a conduit à l'état dans lequel tu étais là. Donc, si tu veux que ça change, il va falloir changer les choses dans ce cadre-là. J'espère que ces vidéos participent à pointer du doigt les problèmes qu'il y a dans le cadre et à mettre en place les solutions pour que ça change maintenant. Et c'est l'été. Sur le plan alimentaire, mais rien ne vous empêche de vous faire une bonne petite cure de fruits d'été
tranquille, de produits naturels, vous êtes relax, à la plage, un petit peu de soleil, sans trop, hein, en écoutant les signaux du corps, du repos, du repos, du repos, du repos, des fruits, des aliments riches nutritionnellement, des bonnes graisses, des olives dans le sud, vous allez en avoir partout, des avocats, des produits animaux, comme vous voulez, chacun dans son cadre, mais des produits naturels, simples. C'est pas le moment de s'encombrer avec la cuisson, tant mieux, on vire la cuisson, hein, tu es en camping, tu es en balade, ton couteau, ta banane, tes avocats, tes noix, tes amandes, ce que tu veux, simple. Simple. Et expérimente, au lieu de faire des grandes théories là-dessus, expérimente. Tu n'es pas obligé de rentrer en religion, tu n'es pas obligé de faire du 100% machin chose pour être bienvenu dans la secte. Hein. Il y a besoin de rien, il y a juste besoin de la curiosité de se dire, et si j'allais expérimenter quelque chose de différent pour voir si mon corps ne fonctionnerait pas différemment. Parce que je vais te dire, hein, tu as une voiture de course, tu as une belle Lamborghini avec toi, ou une Aston Martin. Bien les Aston Martin. Tu as une belle Aston Martin avec toi, sauf que le carburant qu'on t'a fait mettre dedans, c'est du carburant qui n'est pas adapté, hein, du tout. Et ta voiture, elle crachote, elle tout saute, elle fonctionne à quart régime. Alors je veux dire un truc, ça ne vaudrait pas le coup d'essayer d'aller faire le plein avec un bon carburant et de voir un petit peu comment ça fonctionne, de voir ce que ça donne, un 6 cylindres de 450 chevaux, un petit peu quand ça envoie les watts, hein, voir un petit peu quel est le potentiel réel que tu as en toi, ça vaut quand même le coup. Alors ouais, tu sais, souvent on me dit, ouais, Thierry, des fois tu t'énerves dans les vidéos. Ouais, je suis en colère. Je suis en colère et je suis en guerre. Je suis en guerre contre l'esprit du monde qui fait que finalement, toutes tes capacités sont diminuées. Ta créativité, ta capacité à aimer, ta capacité à aider, ta capacité à s'investir dans ce monde, elles sont complètement diminuées. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes à quart de régime par un monde qui non seulement te suce toute ton énergie, qui t'essore littéralement et qui te donne à manger des aliments qui ne sont pas un carburant adapté pour toi. Revenir au carburant adapté pour toi. Et là, tu vas voir, les choses vont radicalement changer. T'y crois pas? Et si t'essayais? Ça te paraît trop facile? Et si tu essayais? Tu peux essayer, tu peux même, tu sais, si tu n'as pas de fruits sous la main, que tu n'as pas envie d'essayer, quel que soit ton régime alimentaire, tu as un truc encore mieux. Change pas de régime, commence à jeûner. C'est l'été, tu as du temps, alors jeûne. Expérimente 2, 3, 4 jours de jeûne, tu vas voir. En plus, pour l'orgueil, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que le jeûne pour l'orgueil. Ça permet de diminuer. C'est une expérience de foi. C'est vraiment une expérience qui transforme l'individu profondément, physiologiquement, spirituellement, émotionnellement, le jeûne. Alors je vous souhaite vraiment à tous et à toutes, bien sûr, d'aller dans l'expérimentation, dans la connaissance, cet été, d'arrêter de croire les personnes qui disent « d'agiter des espèces d'épouvantail et d'aller vraiment expérimenter par vous-même. Même moi, ce que je dis, c'est absolument en aucun cas parole d'évangile. Hein. Ce sont des pistes, j'essaye d'exprimer des principes généraux. Je le fais parce que j'ai à cœur de voir chacun suivre un chemin de régénération comme moi, j'ai pu l'expérimenter, parce qu'il suffit d'aller voir les premières vidéos, vous allez voir dans quel état j'étais, vous voyez celle-là maintenant, et j'ai recouvré, pas tout à fait l'orthographe et la syntaxe, mais à part ça j'ai recouvré, rationné à peu près tout, physiquement, moralement, spirituellement, je vais bien, je vais très très bien, je n'ai jamais été aussi bien, et c'est pas pour rien, et c'est pas des secrets. Ce n'est pas des secrets, j'ai changé de cadre. J'ai changé de cadre au niveau alimentaire, j'ai changé de cadre au niveau environnemental, j'ai changé de cadre au niveau relationnel. J'ai aussi changé de cadre au niveau de mes valeurs spirituelles. Et ça, c'est essentiel aussi. Et ça, je sais qu'il y a des personnes que ça fait grincer les dents un petit peu, mais il ne va pas falloir l'ignorer. Ce qui je suis actuellement, c'est aussi le fruit de ma conversion, de mon baptême. Et ce sont des valeurs aussi que j'aurais à cœur de partager, parce qu'elles sont essentielles et qu'elles nous nourrissent. Je sais qu'on est un monde où on ne peut pas parler de foi. Tout de suite, religion, intégrisme et tout. Mais le truc, c'est qu'il faut voir, c'est que tout humain a un besoin viscéral de transcendance. Pourquoi? Parce que Dieu existe. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi Dieu? C'est un truc vieux, c'est un truc de vieille ou à la messe et ainsi de suite. Non mais attends, mais plus tu connais le corps, plus tu vois comment fonctionnent les systèmes naturels, plus tu te dis, mais c'est pas le hasard, c'est pas le fruit du hasard et de la nécessité, comme disait l'autre fou. Hein. C'est le fruit d'une intelligence, d'une créativité supérieure. Et une fois que tu veux chasser ça, qu'est-ce que tu te retrouves? Tu te retrouves à faire des cultes à autre chose. Tu fais des cultes à l'argent, tu fais des cultes au pouvoir, ou même tu fais d'une idole dans ton alimentation. Hein. Tu deviens adorateur de la pastèque ou de la carotte. Perso, je préfère croire en Dieu qu'en croire en la pastèque. La pastèque est un fruit magnifique, pour qui j'ai une appétence sans limite, et d'ailleurs ça va être la prochaine direction, mais il n'empêche, je ne me trompe pas d'idole. Et je vais essayer aussi de vous montrer que les choses ne se font pas au hasard, il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles, et notre action, nos paroles, nos pensées, notre action sur autrui, elle ne fait pas du mal ou du bien qu'à autrui,
elle nous fait du mal et du bien à nous. Pour la bonne et simple raison que autrui et nous, sem. On est deux expressions, mais c'est notre prochain, notre plus proche. Et que la différence et la séparation qu'il y a entre nous deux, on va voir que c'est quand même quelque chose qui est relativement illusoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bien que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Le mal que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. C'est pour ça que j'ai enlevé les commentaires YouTube, pour éviter que tu te fasses du mal. Je te souhaite un bon été, je vous souhaite, il paraît qu'il faut que vous vous voyez, je vous souhaite, enfin vous si vous êtes collectif, parce que toi je vais te tutoyer, parce que j'ai pas envie de mettre une distance entre toi et moi, je te souhaite un bon été. Je te souhaite surtout d'avoir la rage d'aller chercher tout azimut, d'aller chercher vraiment la vérité pour ton corps, la vérité aussi pour ton âme, pour ton esprit, d'aller vraiment chercher la vérité et de voir que finalement ça fonctionne beaucoup plus simplement que ce qu'on t'avait dit. Bonne régénération à toutes et à tous. On se retrouve officiellement au 1er septembre. Peut-être que je ferai des petits coucous dans l'été. On va diffuser les conférences enregistrées pendant les rencontres de la régénération. Stage d'octobre. Les inscriptions vont être mises en ligne là autour de la mi-juillet. Ne les ratez pas, ça se remplit à toute vitesse et ils vont être exceptionnels cette année, les stages d'octobre. Le stage de septembre d'iridologie, je crois qu'il est quasiment plein ou sur le point de l'être à Terre du Ciel. Stage de octobre, ça se passe en Catalogne. 6 jours pour changer de vie avec un programme renouvelé cette année, radicalement différent de ce qui a été fait l'année dernière. C'est une surprise. Donc je vais vous demander de vous engager sur la foi que je vais partager avec vous le meilleur de tout ce que je connais. Voilà, des fois on me dit c'est quoi le programme? Le programme c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et comme le meilleur évolue sans cesse, que j'enrichis ça en permanence, je vous donnerai au jour J le meilleur de ce que j'ai au jour J. Voilà exactement le programme, mais par contre ça se remplit très très vite. Et pour les personnes qui sont intéressées par le niveau 1, niveau 2, je crois que enfin, quand vous allez voir cette vidéo ou quelques jours après, les versions seront téléchargeables. On pourra se former pendant tout l'été. Vous pouvez télécharger ça, les regarder tranquillou à la plage avec un jus de pastèque. Bonne régénération à tous et à toutes. Merci vraiment pour ce mouvement, cette lame de fond qui est en train vraiment de transformer radicalement notre vie à tous et donc notre société. C'est très bon ça. Bonne régénération, on se retrouve bientôt.